Élodie fait des études dans le cinéma et commence sa carrière dans la pub. Alors qu'elle venait juste d'emménager en Nouvelle-Zélande, elle se retrouve sur un tournage irréel avec les All Blacks. En retournant en France, elle rentre dans la grande famille du cinéma et côtoie les plus grands du 7e art. Après plus de 10 années, dans cet univers, son corps lui parle de plus en plus fort, car cette vie ne lui correspond plus. Elle avait découvert le travail de Marie Kondo et décide de se reconvertir en home organizer. Son passage dans Super Nanny lui a permis de faire un lancement hors du commun. Élodie devient la fée du tri. Référence en France en la matière, elle est aujourd'hui à la tête d'une très belle communauté et forme à ce métier. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Élodie Boulard. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Ma mission, encourager chacun à oser enfin écouter sa petite voix et arrêter d'attendre et se dire pourquoi pas moi. Grâce notamment à ce podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce à des programmes pour vous permettre d'être alignés, dont le bilan de compétences nouvelle génération, finançable avec votre CPF. Et un ensemble de ressources gratuites disponibles sur Instagram et sur le site pourquoipasmoi.co. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Bonjour Élodie. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît? Alors j'ai pris une petite toupie en bois qui est toute mignonne et en fait, je trouve cet objet hyper intéressant parce qu'en fait, ça nous rappelle l'enfance et moi, c'est vraiment, quelque chose à l'intérieur de moi que j'ai envie de retrouver, cette joie d'enfant et du coup, ouais, il y a cette toupie et puis en fait, quand on arrive à la faire tourner et ben, on voit qu'elle tourne et puis qu'elle va à des endroits un peu, différents. On sait pas trop où elle va aller, on sait pas trop quand elle va s'arrêter et je trouve que ça me représente bien dans l'énergie que j'ai et dans la façon dont je vis, au quotidien. Trop chouette. Avant de nous raconter qui tu es adulte, est-ce que tu pourrais nous raconter où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, à Orsay, puis après j'ai déménagé à Palaiseau, enfin voilà, dans le 91 et très vite en fait, quand j'ai eu mon bac, je suis partie faire mes études, dans le nord de la France, à Roubaix, des études de cinéma. Donc j'ai bougé assez vite de chez mes parents, en fait. Et quand tu étais une petite fille, quel type de petite fille tu étais? Alors, ça, c'est une bonne question parce que, en fait, j'ai peu de souvenirs, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Moi, j'ai peu de souvenirs de mon enfance, parce que j'ai été abusée par mon oncle quand j'étais petite et du coup, en fait, il y a ce truc traumatique de mémoire, qui est un peu, qui a disparu, quoi. Donc j'ai quelques flashs comme ça de petits souvenirs, mais je peux pas trop savoir, la petite fille que j'étais. Je sais en tout cas, il y a des choses que je sais, c'est que j'adorais la nature et j'adore toujours la nature. Mmh. Donc je passais beaucoup de temps avec mes grands-parents du côté de ma mère, en forêt. J'enregistrais, des petits, des les le bruit des ruisseaux avec mon magnétoscope et tout, enfin mon magnétophone. Je ramassais des plantes, enfin bon voilà, j'étais vraiment connectée à la nature, j'aimais bien être dehors, et ça c'est bon voilà, c'est des bons souvenirs, que j'ai de mon enfance. Et à cette époque-là, est-ce que tu as des souvenirs de ce dont tu rêvais pour plus tard? Eh ben, non, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je sais qu'il y avait en tout cas, la nature et les animaux. Ça, c'est un truc, voilà, j'ai toujours adoré les animaux. On n'en avait pas à cette époque, quand j'étais petite, mais voilà, les chevaux, les chiens, les chats, j'avais un lien vraiment avec les animaux et non, justement, j'ai pas trop de souvenirs parce que les souvenirs vont commencer à peu près à l'adolescence ou un peu après, donc je me souviens plus. Mais en tout cas, je rêvais de nature et d'animaux, ouais, ouais. Et si c'est pas indiscret, tu avais quel âge quand ton oncle t'a fait ça? J'avais en fait des souvenirs qui sont revenus, des flashs. J'avais entre 3 et 6 quoi. Ça a duré, sur une petite période, enfin, non, c'est pas une petite, mais sur une période entre 3 et 6 ans. Donc voilà, j'ai des souvenirs un peu de cet endroit-là qui était notre lieu de vacances. Hem Et puis, bah, après c'est devenu, ouais, j'ai des souvenirs grâce à mes photos, en fait, tu vois? Je vois des photos, j'ai des petits flashs qui reviennent comme ça, mais c'est très éparpillé. Mais bon, le puzzle commence à se reconstruire un peu, mais Ouais, j'ai pas tout en tête. ouais. Et tu en as pris conscience plus tard? Parce qu'en général, souvent, on dit qu'en effet, quand tu as ce type de traumatisme, le cerveau
est bien fait. Et en fait, comme t'es pas capable forcément de pouvoir affronter ça, d'où le fait d'avoir de l'amnésie, en fait, et après, que ça revienne. Ouais, ouais, complètement. Ça a été vraiment, ça a été tellement, violent qu'effectivement, c'est ça, mon cerveau, il a complètement buggé Ouais. et en fait, je m'en suis rendu compte vraiment tard. À partir de l'adolescence, j'ai toujours été très en colère contre mon père. Il y avait un truc, donc mon père n'a rien à voir dans l'histoire, enfin, je veux dire, il y a pas eu des abus de la part de mon père, mais il est en lien, c'était son frère et cetera qui maintenant d'ailleurs est décédé, mais et voilà et donc j'avais cette colère hyper présente et puis c'est marrant parce que j'ai des souvenirs avec des potes, là, c'était plus tard, mes 2 meilleurs potes, on traînait beaucoup ensemble, au lycée et tout et je me disais: «Ouais, non mais moi j'ai pas de problème, enfin, ça va, j'ai une enfance heureuse, j'ai des parents qui sont cool, ils m'énervent, mais ils sont cool. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc un peu de déni. Ouais. Et en fait, c'est arrivé, parce que, bah, j'ai commencé à travailler sur moi suite à une rupture qui a été un peu compliquée. J'avais l'impression de reproduire un peu toujours les mêmes schémas dans les relations. Donc j'ai commencé à ouvrir la porte du développement personnel, cette À espèce quel âge? d'océan immense. Là, c'est quand je me suis séparée, donc je pense j'avais genre 20, peut-être 20 entre 27 et 30 et alors là, ça a été, le début de l'engrenage infini puisque je suis de nature très, très curieuse donc voilà, j'ai commencé à tester plein de choses mais de manière large, quoi. J'ai fait, tu vois, du yoga, de l'acupuncture, de l'hypno, du chamanisme, enfin voilà, j'ai testé plein de choses parce que j'adore, je trouve ça Mmh. Ouais, c'est passionnant et en passionnant. même temps, je suis très terre à terre donc je suis très ouverte, à tout ce qui se passe au-dessus, j'y crois beaucoup mais enfin bon et donc c'est en faisant, des choses comme ça, il y a des choses qui revenaient et puis tu vois, il y avait voilà, il y a des choses un peu glauques qui remontaient, je savais pas si c'était de l'ordre du rêve, du machin, donc j'en ai parlé à ma famille parce que j'ai identifié, voilà, j'ai dit: «Voilà, je sais que j'ai été abusée et cetera», mais j'avais pas de choses précises à leur raconter en Ouais. disant: «Voilà, c'était à tel endroit, il s'est passé ça» et donc je l'ai annoncé à ma famille, donc c'est remonté, genre je pense que je devais avoir 35 ans et enfin je l'ai identifié vraiment à ce moment-là et je l'ai annoncé à la famille, au moment du Covid, donc en 2020, tu vois? Ouais. Quand on était enfermés et que j'étais là: «Bon, bah, je vais appeler tout le monde et je vais leur dire juste pour le déposer et faire quelque chose de cette information» et voilà, donc c'est quand même remonté assez tard, quoi. Ouais, ouais, carrément. Mais Ouais. c'est fou, hein. Enfin, moi, je connais quelqu'un, c'est remonté, ça lui est arrivé entre, peut-être 12 et 16 ans et c'est remonté à 50 ans. Ah ouais, c'est fou. Ouais, Ouais. Le et cerveau, on le remercie, hein, de nous protéger, mais c'est vrai que oui, c'est c'est ça, mais impressionnant. parfois c'est Mmh. ouais, c'est fou de voir la puissance du cerveau. Et donc quand tu es adolescente, comment ça se passe du coup ton tu disais que donc tu avais fait une école de cinéma. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études? Et ben, là, justement, alors autant petite, je me souviens moins bien, mais là, quand j'étais ado, en fait, j'avais une super copine que j'ai toujours, que j'embrasse, qui s'appelle Alex et en fait, il y avait des cours à Châtelet-Les Halles, sur la place Carré. Là, il y a les forums des images. Enfin, c'était une succursale des forums, bon et ils faisaient des cours d'impro, puis un peu de cinéma et tout et j'étais en troisième, je me souviens et le samedi après-midi, on allait faire ce truc-là. Nos parents nous laissaient y aller parce que c'était direct en RER de chez nous et tout, tu vois? On y allait toutes les 2, on faisait ça et je trouvais ça génial et donc la petite graine là, elle a été semée et en fait, avec le recul, maintenant j'y pense aussi, mais c'est vrai que mon grand-père qui est parti maintenant, il filmait beaucoup. Alors moi, j'ai pas de souvenir de le voir filmer, mais il a filmé beaucoup de choses avec ses enfants, ma mère, sa sœur et cetera et j'ai eu toute une période en fait, après au lycée où j'ai commencé à monter ces films. En fait, je les ai numérisés et pour lui, ça a été vraiment, un des plus beaux cadeaux, quoi. Il était comme un ouf parce que je pouvais numériser ce truc donc je filmais, je projetais, je filmais, enfin, tu vois? J'aime bien un peu tout ce qui est technique et donc voilà, petit à petit, ça s'est initié comme ça. J'ai fait un bac scientifique, donc je suis très scientifique, j'aime bien les chiffres, enfin voilà et en sortant du bac, j'ai dit: «Bon, bah, je postule, dans plein de trucs différents, notamment des prépas physiques et tout», parce que tu vois, sortie de l'école, et quand même un BTS audiovisuel et c'était pas si accessible que ça. En fait, ils prenaient que 10 personnes dans les BT enfin, je pense que c'est toujours le cas, sur dossier. Donc j'ai été refusée à Boulogne, je me souviens, c'était pas facile et par contre, j'étais sur une liste d'attente à Roubaix et je me souviens d'avoir appris que j'étais prise à Roubaix et je me souviens, en cours de physique, tu vois, en terminale et j'avais un copain à l'époque que j'avais depuis longtemps, tu vois, genre 3 ans et tout, premier amour,
Et j'ai reçu ce truc-là et je me suis effondrée dans le cours. J'ai demandé à sortir, tu vois, aller aux toilettes pour pleurer parce que je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais habiter loin de lui, enfin, tu vois. Et en même temps, super contente de faire un BTS de cinéma, enfin, en option image. J'étais comme une dingue, quoi. Et comment ton entourage a réagi? Parce que à cette époque-là, le cinéma, c'était pas forcément la voie royale, d'autant plus si t'avais postulé pour des prépas physiques. Bah, en fait, j'avoue que mes parents, ils ont été hyper cool. Bon, déjà mes parents, ils savaient que je pense qu'ils savaient déjà que quand j'avais un truc en tête, bon et ils m'ont vraiment soutenue. Franchement, ils ont été super parce que j'ai pas souvenir d'avoir bataillé. Enfin, ma mère, elle m'a soutenue. On est allés à Roubaix ensemble, on a rencontré des gens qui faisaient des écoles de cinéma, donc ils ont vraiment été derrière moi et il y Trop a pas chouette. eu de débat, «Tu vois, non, tu fais pas ça». Je m'étais quand même inscrite dans d'autres prépas pour voir. Mais ils m'ont complètement fait confiance et ils m'ont accompagnée, tu vois? Bien sûr, au début, bah, ils m'ont payé mon petit appart à Roubaix, ils m'ont offert une voiture, je pouvais me déplacer donc non, non, ils ont été super, ils m'ont vraiment soutenue. Mmh. Tes parents, ils faisaient quoi? Enfin, peut-être qu'ils font toujours comme métier? Et alors ma mère, elle était dentiste, elle est en pré-retraite là, ça elle travaille encore un petit peu, mais voilà et mon père était directeur financier et puis, je sais pas exactement à quel âge, mais il s'est fait licencier de son entreprise et il a décidé d'ouvrir une librairie. Trop bien. Enfin voilà, de gérer une librairie donc il a ouvert une librairie dans un centre commercial à côté de chez nous. C'était un peu son rêve depuis toujours et puis, bah, là il est à la retraite et il a dû fermer la librairie parce que, bah, les librairies c'est chaud quoi. C'est quand même pas, il y avait beaucoup d'employés mais ça tournait pas, aussi bien que ce qu'il aurait aimé donc voilà. Mais il a eu cette petite quand même période, de libraire, Il a qu'il a pu bien vivre passionné. son rêve. Ouais, exactement. Et donc, du coup, tu commences tes études de cinéma, ça te plaît? Ouais, alors vraiment là, c'était, bon finalement le copain que j'avais, je me suis séparée assez rapidement de lui. Il y avait un peu une nouvelle étape, nouvelle vie. Là, c'était les meilleures années étudiantes de ma vie quoi, vraiment, appartement, voiture, à l'époque quand j'ai alors j'ai moi je suis très mauvaise avec les dates, mais quand j'ai fait le BTS, c'était, Lille était capitale européenne de la culture. Donc moi j'habitais à Roubaix parce que le BTS était à Roubaix, mais bon mes potes étaient à Lille et tout ça et donc, là on sortait, on allait au cinéma tout le temps, on allait voir des expos, on faisait la fête, mais de manière vraiment raisonnable. Enfin, tu vois, enfin, on faisait la fête, mais on était vraiment, par rapport à d'autres fêtes que je vois là des fois sur des reportages et tout, je me dis: «Waouh, non mais on C'était pas était des ça». beuveries non plus. Non, c'était pas Ouais. des énormes beuveries, mais on était, on avait un truc qui nous liait tous, c'était vraiment l'amour du cinéma quoi. Et puis on faisait des films, le week-end, le samedi, il y avait des cours en extra, donc on apprenait à manipuler la pellicule, ce qui m'a servi d'ailleurs, plus tard et voilà et c'est des personnes, on était 10 hein, dans la classe, donc on est encore en lien quasiment tous. On se voit un peu de temps en temps et on a suivi, les parcours des uns et des autres. C'était 2 années qui étaient, magnifiques quoi, génial. Ouais. Et après, du coup, ça s'est passé comment? Après, le BTS s'est terminé. On est partis chacun un peu tous de notre côté. On retournait un peu chez nos parents, tu vois? Parce qu'on n'était pas vraiment tous de Lille et moi, j'ai pris une coloc à Paris avec 2 personnes qui étaient justement dans ma classe, en option image et on s'est pris une coloc, à Guy Môquet et c'était aussi une aventure, assez incroyable et là, on s'est inscrit en fac de cinéma. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'était inscrits clairement plutôt pour avoir le statut, quoi. Donc on faisait des petits courts-métrages à côté, on vivotait. Bon, c'était nos parents enfin moi mes copains, je me souviens plus, mais moi, c'était mes parents qui m'aidaient, je bossais pas à côté. Et là, sur un court-métrage, j'ai rencontré quelqu'un et donc voilà, coup de foudre et cetera, et ce mec-là, Arnaud, il m'a, au bout de alors pareil, j'ai pas exactement les dates, mais si c'est au bout de 6 mois, il m'a dit: «Ouais, bah, moi, j'ai comme projet de partir vivre en Nouvelle-Zélande», depuis toujours. Lui, il travaillait dans le cinéma, il était électro, donc il s'occupait des lumières et il me dit: «Ouais, moi, mon rêve, c'est d'aller là-bas et cetera. Est-ce que tu me suis?» Donc me voilà partie, Tu parlais anglais? je parlais anglais, ouais, je parlais un peu Ouais. anglais. J'avais fait, anglais première langue et mes parents m'avaient envoyée en colo, 2 fois en Angleterre. Donc c'était dans un coin de ma tête en tout cas, tu vois? J'avais quand même un peu pratiqué et puis voilà, on est parti le 1er janvier, je me souviens. 1er janvier, on a pris l'avion et on est parti vivre là-bas pendant 1 an et très rapidement, au bout de 2-3 semaines, on était déjà sur des tournages, l'un et l'autre. Parce que là-bas, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de tournages, ça se passe un peu différemment de la France. Il y a des agences pour les techniciens. Donc en fait, on OK. s'inscrit et puis comme des agences d'intérim, Ouais. donc vraiment, trop bien et donc là, bah, là, ça a été aussi, une autre aventure de dingue de, bah, travailler sur des tournages en Nouvelle-Zélande. Enfin, c'est
irréel, quoi. Du coup, c'était quoi comme type de tournage? J'ai commencé par pas mal de pubs. La toute première pub que j'ai faite, je me souviens comment j'étais stressée, c'était une pub avec les All Blacks pour Coca-Cola. Et bon, ils trouvaient ça très mignon, mon petit accent. Enfin, tu vois, les mecs, ils se disent: «Waouh, mais qu'est-ce qu'elle fait elle, sur un tournage en Nouvelle-Zélande?» Donc tout le monde était évidemment adorable, super soutenant, top. Et Donc puis j'ai fait t'étais quelques hyper jeune en publicités. plus. Bah ouais, j'avais, 21, tu vois, un truc comme ça. Même pas, ouais, 21-22. Et non, c'était super. Donc on j'ai commencé avec des pubs et puis ensuite, j'ai fait des longs métrages plutôt. Donc j'ai intégré des équipes, c'était des longs métrages néo-zélandais, donc vraiment plutôt, en local, quoi. Et on a terminé parce que mon mec bossait aussi sur une autre équipe, mais sur le même film. Moi, j'étais en équipe cascade et lui, il était sur l'équipe principale. Et on a fait là une grosse production, néo-zélandaise, coréenne, avec des effets spéciaux. On était dans le sable, il y avait des fonds verts, il y avait des samouraïs qui volaient. Enfin bon, voilà, c'était un gros truc. Et ils nous ont même la prod nous a même prolongé le visa pour qu'on puisse rester, parce que, ça se terminait, pas enfin voilà, notre visa se terminait avant la fin du film. Donc voilà, donc ça a été une belle aventure et puis moi j'avais envie de rentrer. Mon copain à l'époque pas trop, mais on est quand même rentrés. On a passé, 3 mois à voyager en Australie et autour, au Tonga et cetera avec un camion. C'est là que je suis devenue fan, du road trip, des camions et des vannes, quoi. Je me suis dit: «Ah, c'est trop la liberté». Et puis finalement on est rentrés en France et puis, bah, on s'est séparés peu de temps après parce que voilà, je pense que le fait de partir, lui voulait vraiment rester. Bon voilà, c'est une étape, c'était terminé, quoi. Ouais. Il y est retourné? Non, non, je crois pas qu'il y soit retourné. Non, non, je crois pas qu'il y soit retourné. Ouais, il y a un moment, c'est plus la bonne personne. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Ouais, ouais, c'est juste ça et puis bon, voilà, c'est des phases de vie, c'était des beaux moments, ouais. Et donc quand tu rentres en France, du coup, tu restes dans le cinéma? Oui, en fait, j'avais gardé un contact, d'un assistant caméra qui est très connu et reconnu, dont je parle justement, dans le Objectif Reconversion. Et parce que j'avais fait un stage avec lui juste avant de partir, en fait. Et j'avais gardé ses coordonnées et quand je suis rentrée, je l'ai appelé, je lui dis: «Bah, voilà, je suis rentrée» et cetera. Et il m'a pris en stagiaire. Enfin, j'étais payée, c'était troisième assistante caméra, mais voilà, sur un gros film, un film, le nom m'échappe là, un film avec, réalisé par Richard Berry et avec Jean Reno. Et c'était 22 boulettes, bon bref, c'était une adaptation de livre et donc c'était tournage à Marseille. Et bah, là, bon, ça a été le début de mon aventure, dans le cinéma, de c'était un tournage qui était difficile. C'était vraiment, physique, intense. Enfin, pour moi, ça a été en plus, il y a un espèce de truc enfin, moi, j'ai eu ce truc-là en travaillant dans le cinéma en me disant: «Ouais, j'ai trop de la chance, donc je peux pas vraiment me «plaindre» entre guillemets», enfin. Et donc et puis j'étais jeune et donc il y a un peu ce truc d'accepter, tout et n'importe quoi, qu'on nous parle mal, qu'on respecte pas nos horaires et cetera. Et bon, aujourd'hui, c'est sûr que voilà, mais à cette époque, je me disais: «Ouais, si je peux rien dire parce que si je dis quelque chose, c'est fini, je travaillerai plus jamais dans le cinéma», tu vois? Mais c'était très dur, c'était un tournage qui était génial parce que bon, tu rencontres des acteurs, tu fais des rencontres de dingue, mais c'était hyper dur. Ouais. C'était un tournage comme ça dure combien de temps? Là, c'était 3 mois. 3 mois en déplacement. On a fait un peu de studio à Paris, mais globalement, c'était à Marseille, le tournage. Donc c'est vrai que, voilà, on est logés, nourris, on n'est pas chez nous, donc on est vraiment dans un truc, c'est une colo, puissance 10, quoi. Parce que bon, évidemment, on est payé, c'est notre métier, hein, donc voilà, c'est super, on est payé, mais on n'a pas vraiment de vie, et c'est à ce moment-là que je me suis séparée, de mon copain de Nouvelle-Zélande parce que voilà, nos vies, elles prenaient des chemins différents et voilà, avoir une vie de couple, quand on est sur des tournages, enfin bon, voilà, c'est quand même un sacré challenge, je trouve. Ouais, je m'arrête sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que, tu pas le droit de te plaindre parce que tu fais, le job que plein de personnes enfin, dont plein de personnes rêveraient. Ça, c'est un vrai sujet, tu vois, moi, avant, j'étais, directrice marketing dans l'univers du logiciel, j'avais une grosse équipe, enfin, j'avais ce que j'appelle, tous les KPI, les indicateurs de performance de la réussite. Et ça, c'est un vrai truc où tu as beaucoup de gens qui te disent: «Non, mais attends, vu que je me plains, j'ai le métier que il y a plein de personnes qui rêveraient d'être à ma Mmh. place». Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi, via Pourquoi pas moi, de dire que, non, en fait, vous avez le droit de pas vous sentir à votre place, même s'il y a des milliers de personnes ou des millions de personnes qui veulent votre place. Ouais. Ce qui compte, c'est d'être aligné et d'être bien. Tu vois, moi, ça m'a emmenée au burn-out, donc Mmh. je sais, je sais de quoi je parle. Et en effet, ce que tu disais, c'est qu'on te parlait mal et voilà, on a le droit de se faire respecter, de respecter ses besoins.
n'importe quel que soit le job qu'on fait, en fait. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est clair, mais c'est vrai que quand on est dans le truc, c'est marrant de pas s'en rendre compte. On n'est pas alerté non plus. Je veux dire, voilà, moi, je me disais: «Mais, j'ai une chance de dingue, je suis avec ce chef sur des tournages trop bien». Parce qu'il y a toujours un peu ce stress quand tu es intermittent de pas faire tes heures. Enfin, tu vois, il y a un truc, qui est lié à la peur, en fait et effectivement, enfin, il y avait des moments mais moi, je pétais un câble parce que j'ai quand même un caractère un peu fort et je pétais un câble avec moi-même ou, tu vois, où je m'énervais sur mes pauvres stagiaires, tu vois, à la fin. J'avais un comportement qui était pas du tout respectueux parce que j'avais, en fait, été éduquée dans le travail un peu comme ça. Et franchement, il y avait des fois, on pouvait même pas aller pisser, quoi. Tu vois? C'était vraiment, parce que c'est, go, 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 le film. Alors pas sur tous les films, hein, il y a des films, ça se passe très bien et tout, mais on est quand même, dans un truc où, il y a beaucoup d'ego, il y a pas beaucoup de respect, voilà, sur certains films, il y a pas beaucoup de respect. Il y a vraiment une espèce de hiérarchie. Mmh. Tu vois? Toi, tu es un assistant et moi, je suis un chef et donc en fait, c'est comme ça donc voilà et donc tu es payé moins et tu fais le travail le plus dur et moi, je suis payée plus. C'est un autre travail, hein, je dis pas que c'est pas dur d'être chef, hein. Mais ouais, il y avait un truc un peu comme ça de hiérarchie. Encore une fois, pas sur tous les films, mais parfois où tu pétais un câble avec des acteurs, tu vois, qui sont payés je sais pas combien, qui font des scènes et des comédies et tu te retrouves à faire des heures sup, il fait froid et c'est la nuit et toi, tu es comme un con et lui, on le ramène chez lui en voiture et on le cocoone et toi, tu es là dans la boue, à te faire hurler dessus. Tu es là: «Non mais, vous êtes des malades, en fait, vraiment, quoi». Donc j'ai quand même tenu 10 ans, tu vois? Parce qu'il y avait un côté aussi cool et que j'ai appris plein de choses super, mais et encore cette nuit, je me suis réveillée ce matin, je me dis: «Putain, mais c'est pas possible». J'étais en tournage. Genre, j'en rêve toutes les semaines. Et là, j'étais assistante caméra, donc j'étais en train de faire le point avec Fanny, qui est mon ancienne chef, qui était au Steadicam. Elle cadrait et je faisais le point. Elle me disait: «Ah, c'est pas mal» et moi, je stressais. Je me dis: «Putain, ça va être flou, je vais me faire tuer». C'est quand même je crois que c'était genre Julien Doré ou Orelsan, enfin, on filmait, tu vois, quelqu'un de connu. J'étais là à faire le point et genre, j'ai fait ça cette nuit et ça m'arrive tellement souvent, quoi, de me retrouver sur des tournages et je me réveille, je me dis: «Mais waouh!» et ça fait quand même plusieurs années, hein, tu vois, que j'ai arrêté. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter du coup? C'était un trop plein parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'en avais déjà un peu marre, mais bon, il faut savoir ce que tu veux faire, tu vois, avant d'arrêter. Et puis nous, l'intermittence, tu as pas 2 ans de chômage, tu vois? J'avais genre 6 mois d'intermittence derrière, j'avais pas et donc j'avais un nouveau copain avec qui j'avais acheté une maison et cetera, et on s'est séparés et en fait, ça a été un peu, donc j'étais hyper mal, c'était très compliqué et cetera et je suis partie sur un tournage en Corse et bon, bah, ça a été le pire tournage de ma vie, hein, clairement, parce que moi, j'étais mal. Donc j'ai déclenché physiquement des problématiques, tu vois? J'ai fait cystite, infection urinaire, j'avais peur d'avoir chopé un truc un peu plus grave. Tu es en Corse, donc en fait, tu es toujours en train de bosser, donc tu peux pas trop faire des examens et cetera. Donc j'ai décidé tu vois, d'arrêter, en fait. Je savais qu'en disant: «J'arrête, je pars du film, il faut me remplacer», que c'était la fin, tu vois? Et ça a été difficile parce qu'avec mon chef qui m'a donné plein de boulot, plein de choses. Là, je le laissais un peu tomber. Bon, je les ai pas laissés dans la galère, ils ont trouvé quelqu'un d'autre, mais bon. Et en fait, sur ce tournage-là, mais des malades mentaux, quoi. Donc, on travaillait 2 jours de nuit, 2 jours de nuit. On travaillait dans l'eau. On a fait des scènes, tu vois, dans la mer et tout. Donc, tu es là donc quand moi, j'étais assistante caméra, donc tout ce qui est technique, c'est chiant parce qu'il faut protéger le matériel, il faut faire attention, et cetera. Il faut aller vite quand les comédiens sont prêts et tout. Et donc là, on avait un réalisateur qui était complètement cinglé. C'est-à-dire que le mec, il bossait pas, tu vois? Il bossait pas ses trucs, donc il faisait tout dans tous les axes et comme ça, donc on faisait, 12, 13, 14 heures par jour, quoi. Personne ne lui disait rien. Enfin, on avait, un chef à la technique, un chef opérateur, qui nous parlait, mais comme de la merde, comme j'ai jamais vu ça. Donc, on n'avait pas le droit de toucher la caméra et voilà. Et on avait des configurations de tournage, tu pas en studio posé, quoi, tu vois? Tu dois aller dans la pampa, faire 1 heure de marche avec du matos, donc évidemment ça, plus ça, plus ça t'amène à la fin à faire des conneries. Tu vois? Moi, j'ai oublié, c'est pas des gros trucs, mais j'ai oublié un accessoire dans le camion, c'est à 1 heure de marche. Si on veut y aller, c'est en hélicoptère, enfin, tu vois? Ce genre de truc où là, tu te dis: «Je vais me faire défoncer». Je me suis fait défoncer et donc voilà, ça, plus ça, plus ça, j'ai dit: «Non, mais vous êtes vraiment cinglés, en fait,
je cautionne plus vraiment ça. Et en parallèle, quand même, parce que c'est pas juste arrivé comme ça, j'avais découvert Marie Kondo, une Ouais. énergie beaucoup plus douce, autre chose. Et j'ai découvert que le home organizing était un métier, et donc ça commençait un peu à trotter dans ma tête. Mais bon, à cette époque-là, je m'étais pas du tout dit que j'allais faire ça, mais je m'étais dit: «Il faut que j'arrête, en fait, pour ma santé». Parce que ça commençait à vraiment impacter ma santé, je sentais que c'était n'importe quoi. C'est que Donc la voilà, cystite, bon, quiconque a eu une infection urinaire sait que tu ne peux pas travailler en même temps. ouais, Parce que c'est hyper douloureux et en c'est plus c'est horrible. exténuant, c'est très, très, très fatigant. Et la cystite, ça peut être 2 choses. Ça peut être parce qu'on dit que le corps, nous parle Ouais, et quand tu as une cystite, on dit que soit c'est parce que, tu t'es sentie, salie, ouais, et ça peut être aussi la culpabilité. ouais, Et ça peut être la culpabilité aussi de soi vis-à-vis de soi et ouais, pas forcément vis-à-vis des autres. Moi, j'en ai eu beaucoup, donc j'ai bien analysé le sujet jusqu'à ce que je comprenne et que j'arrive enfin à régler le truc. Mais ouais. ouais, c'est vraiment, là, ton corps te parle d'une façon, il y a pas le choix, tu l'écoutes. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Là, j'avais vraiment, mais bon, au moins, voilà, du coup, j'ai quand même quitté un gros tournage avec des gros acteurs, une grosse production. J'ai dit: «Ciao, je me casse». Donc bon, voilà, là, je savais que c'était la fin. Donc là, du coup, tu dis c'est la fin. Donc tu as découvert Marie Kondo, mais jamais tu imagines que tu vas, faire quelque chose de cette rencontre. Comment ça se passe concrètement? Écoute, je lis ce livre, j'ai vraiment un coup de cœur, je me dis: «Waouh, génial», et puis je commence à contacter des home organizers en France. Bon, clairement, il y en avait une à l'époque, et donc j'envoie un mail en disant: «Ouais, je suis intéressée» et cetera, et donc elle me dit: «Oui, il faudrait que tu m'envoies un CV, une lettre de motivation», et du coup, ça m'a démotivée direct, et moi, j'en ai jamais fait. J'étais là: «Oh non, mais en fait, non», puis c'était pas très fluide et tout ça, bon. Et puis, en fait, cette fameuse copine Alexandra, comme quoi c'est vrai que, c'est vrai, en parlant, je pose le truc, mais elle a quand même, mis des petites, graines sur mes métiers d'avenir, quoi. Elle m'envoie, genre, que quelques mois plus tard, un extrait d'une émission radio d'une fille qui parlait de son métier, mais une Belge, et là, du coup, ça m'a un peu, voilà, je me suis dit: «Ah tiens, je vais quand même la contacter», et elle faisait des sessions découvertes, et donc je suis partie à Namur, je suis partie en Belgique pour la rencontrer. Et là, ça a été une évidence, quoi. Je me suis dit: «C'est bon, c'est ça que je veux faire, je veux, voilà, je veux me lancer. Je vais me lancer à mon compte. Si elle peut y arriver», en fait, c'est vraiment ce truc que je me suis répété. Je me suis dit: «Si elle peut y arriver, moi, je peux y arriver». Parce qu'on était assez, proches. En plus, elle s'appelait Élodie. Enfin, tu vois, il y avait un truc un peu, j'ai dit: «Bon, je sais pas comment je vais faire, mais de toute façon, là, je bosse plus». Je bossais, tu vois, dans un club de jazz, je faisais des petits boulots et tout, mais je dis: «De toute façon, là, j'ai pas grand-chose à perdre», et donc voilà, c'est elle qui m'a, mis un peu sur ce chemin-là, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Et pour, ceux qui connaissent pas ce métier, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors en fait, le métier de home organizer, donc moi j'aime bien, je garde le mot en anglais, home organizer, mais on peut dire professionnel de l'organisation. Il y en a qui disent coach en rangement. Moi, je suis pas trop fan du mot coach, mais je l'utilise quand même parfois, mais je me présente pas comme ça. Et donc en fait, nous, on a cette particularité d'aller chez des particuliers pour les aider à trier leur maison, donc trier tous les objets qu'ils ont chez eux pour voir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Et une fois que tout a été trié, on les aide à ranger et organiser pour que ce soit logique, pratique pour, toutes les personnes qui habitent dans la maison. Donc on a vraiment ces 2 étapes-là, parce que souvent les gens, ils rangent, mais ils ne trient pas. Ou alors ils trient, mais ils vont trier, 10-20, alors qu'avec nous, il y a 60 des choses qui sont en bon, parce qu'on se rend vraiment compte quand on pose les bonnes questions, on se rend vraiment compte qu'il y a plein de choses dont on n'a pas besoin. Et voilà, et donc en gros, on peut aller chez des particuliers. Quand on va chez des professionnels, ça s'appelle plutôt du office organizing, donc c'est vraiment une autre branche. En général, les office organizers sont pas aussi home organizers, c'est vraiment séparé. Et on a une dernière petite branche qui est apparue il y a quelques années, et qui est aussi très intéressante, qui est, le home management, donc les home managers. Et là, ça va être des personnes qui vont accompagner des particuliers sur la gestion du quotidien. Comment je gère, les courses, les tâches ménagères, les tâches du quotidien, le planning des enfants, le budget. C'est très, très large, mais c'est en gros comment être efficace au quotidien, et du coup faire aussi le tri dans les activités, dans organiser ses allers-retours, enfin bon, voilà, trouver des astuces pour économiser du temps, de l'argent, OK. et être plus en famille. Donc il y a 3 familles chez les professionnels de l'organisation, et moi, je me suis vraiment spécialisée dans le home organizing, où vraiment on désencombre les objets,
chez du particulier. D'accord. Et quand tu te lances, comment t'as trouvé tes premiers clients? Parce que ça, c'est la question que tout le monde se pose quand on se lance dans une nouvelle activité. Ouais, c'est clair. Eh ben, écoute, en fait, c'est allé assez vite dans le sens où j'ai eu cette idée de faire ça. J'ai décidé de déménager à Bordeaux parce que je voulais, changer de région. Donc, voilà, je déménage à Bordeaux. Je Juste avant de déménager, mon ancien, métier me contacte, enfin voilà, par des contacts de Facebook et tout. On me dit: «Voilà, on cherche une home organizer pour l'émission de Super Nanny. Est-ce que tu connais quelqu'un?» Je décide d'y aller. Donc je fais cette émission et juste le lendemain de cette émission, je déménage. Donc je m'étais pas encore lancée que j'avais fait cette émission. Et en fait, le fait d'avoir fait cette émission, on m'a dit: «Bah, là, ça sort dans 3 mois». Donc moi, je me suis mis au taquet en me disant: «Il faut que j'ai tout fait en 3 mois, que mon entreprise soit prête». Donc déjà, ça, c'était super parce que ça m'a donné une deadline. Je n'avais en plus de chômage. Donc en gros, là, je puisais sur mes économies personnelles. Donc j'ai déménagé à Bordeaux, il y a un pote qui m'a hébergée, puis j'ai trouvé rapidement une petite maison grâce à mes parents qui sont portés caution. Enfin, clairement, Ouais. voilà. Ouais. Il y a un moment donné, Heu, oui, pas pas le choix. Mmh. Et puis donc j'ai monté le truc, donc j'ai préparé voilà. Moi, j'ai ça m'a pris 3 mois et c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, aux personnes que je forme, c'est vraiment minimum 3 mois. Et donc au bout de ces 3 mois, la vidéo est sortie, donc ça fait un peu un petit buzz et cetera. Ça m'a pas rapporté des clients directement, mais bon, c'était sympa de passer à la télé et tout ça. Et donc là, je me suis dit: «Bon, bah, voilà, c'est bon, c'est fait». Et à cette époque, j'étais pas du tout sur les réseaux. J'étais sur Facebook, mais j'avais même pas Instagram. C'était en Donc quelle année? C'était c'était en 2017. 2007? Ouais, OK. c'est ça, Mmh. 2017. Donc en gros, je me suis pas vraiment posé la question des réseaux sociaux au départ, tu vois? Je me dis: «Bon, bah, voilà, je vais essayer de trouver des clients et tout». Et donc vu que je suis plutôt du genre, la petite toupie, tu vois? Ouais. Je partais dans tous les sens, je commençais à tourner, à aller voir, OK, où est-ce que je peux aller trouver des clients? Et moi, j'ai eu aucune formation de ça, tu vois? Je suis juste allée sur le terrain. Et en fait, il s'est passé un truc, une belle synchronicité, c'est que j'avais fait des cartes de visite. J'avais fait même des flyers, des grands flyers, fait du tri avec mes offres et tout, j'étais toute contente. Et donc je vais déposer dans un Biocoop parce que bon, bah, moi je suis très Biocoop et genre c'est un peu ma cible, tu vois? Et donc je le dépose et puis je vais me balader à Bordeaux et tout. Et là, je reçois un appel: «Oui, j'ai trouvé votre flyer, c'est au Biocoop». J'étais comme une ouf, tu vois? Je me dis: «Putain, mais trop bien, ça marche et tout». J'étais vraiment Je me souviens de cet appel et de la personne qui m'a appelée. En fait, c'était pour m'inviter à un petit déjeuner de chef d'entreprise. Donc je remercie, cette personne qui s'appelle Ginny Neveu de m'avoir appelée, parce que du coup, je suis allée, voilà, ils m'ont proposé d'y aller pour me présenter. Donc j'étais comme ça, hein, j'avais la pétoche à fond, franchement, d'aller à un groupe de chefs d'entreprise me présenter, mais bon. Et donc j'y suis allée et c'était un groupe qui était en création, donc c'était un BNI. Donc pour les personnes, qui connaissent, voilà, il y a plein de réseaux de chefs d'entreprise. Le BNI, c'est un réseau international et bon, voilà. Et donc il y a toujours des groupes qui sont en train de se créer et là, ils étaient en train de créer un groupe et donc ils cherchaient aussi des nouvelles personnes pour intégrer le groupe. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur vraiment sur, l'énergie du groupe, sur la personne qui présentait, qui s'appelle Florian, heu et donc j'ai signé direct. Et Sachant que ça c'est hyper contraignant. Alors moi, j'ai ouais. jamais participé à un BNI parce que tu es obligé d'y aller toutes les semaines. C'est à Mmh. 7h30 du matin, donc c'est vraiment un cadre qui est assez cadré, hein, c'est le cas de le Ouais, dire, complètement. et qui ne convient pas à tout le monde. Mais enfin, moi, je Mmh. sais que quand j'ai monté, pourquoi pas moi, bon, j'avais déjà des enfants et le Ouais, 7h30 du mat, c'est pas possible, quoi. c'est mort. Ouais. Mmh. Ouais, bah, c'est en fait, moi, c'est vrai que j'étais célibataire, j'avais rien d'autre à faire. Enfin, tu vois, c'était mon bébé, Ouais. c'était mon business. Donc en fait, je me suis pas posé la question et effectivement, hyper contraignant parce que, mais en fait, moi, je me suis pas ça m'a pas bon, c'était dur pour moi de me lever, tu vois, tôt, ce qui Mmh. aujourd'hui, maintenant, c'est la petite, je suis là, en fait, voilà, Ça va. ça va. C'était une grasse Et mat, en fait. ouais, c'est ça. C'était tranquille, tu vois? Je me levais pour aller prendre des petits déj et non, mais ça m'a demandé, c'est vrai que enfin, alors il y avait cette contrainte de temps et puis c'est surtout un budget. Ça coûtait à l'époque, alors ça a augmenté, hein, mais c'était 1 500 €, tu vois? L'année. Ce qui Et est pas en neutre fait, quand tu te lances. c'est pas neutre, mais tu Ouais. vois, moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est comme avec quand j'ai rencontré Élodie et c'est moi ce que j'arrête pas de répéter aux filles, enfin moi, c'est un leitmotiv que j'ai. Le BNI, pour moi, donc voilà, il m'explique le truc. Je sais que ça fonctionne dans le monde entier. Donc, dans toutes les villes du monde, il y a un BNI, quoi. C'est quand même quasiment toutes les villes du monde. C'est quand même un truc de fou. Je me dis, si ça marche dans toutes les villes du monde, pourquoi ça va pas marcher pour moi? Pourquoi pas moi? Tu vois, c'est Mmh. exactement ça, quoi. Donc, si tu veux, moi, à partir de ce moment-là, j'ai la preuve. Je me dis, cet argent, il va être investi. Je pense que je vais avoir un retour sur investissement, etc. Et c'était mon argent perso, hein, que je mettais. J'avais fait même pas, tu vois, c'était de l'argent que j'avais de côté. J'avais fait zéro avec mon entreprise et tout. Et je me suis pas posé la question, en fait. Je me suis dit: «Si ça marche partout, ça devrait marcher». Et moi, j'aime bien ce truc aussi carré, en fait. J'aimais bien le principe de me dire,
oui, tu payes, mais du coup, tu sélectionnes aussi à l'entrée les gens qui viennent et quand tu viens bosser. T'es Tu viens vraiment faire motivé. ton Ouais, échange. t'es pas là pour te raconter tes vacances, quoi. Exactement Ouais. et c'est un peu ce que je reproche à certains groupes qui sont super, hein. Il faut commencer quelque part et tu peux pas toujours investir 1 500 balles. Maintenant, en plus, je crois que c'est 2 000 € le BNI. Mais voilà, on n'est pas là, on est chef d'entreprise. Tu vas rencontrer des gens qui viennent là parce que c'est gratuit, mais donc du coup, ça veut dire qu'ils ont pas de thunes pour forcément te faire bosser. Enfin, tu vois, c'est dans un cercle qui est plutôt vicieux, alors que là, c'est vertueux, tu vois. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais voilà, donc je suis restée 1 an et demi, 2 ans, je crois, dans le groupe. Et en fait, très rapidement, ils m'ont demandé d'animer les groupes, donc je suis devenue présidente de mon groupe. En fait, j'ai lancé le groupe en étant présidente. Donc voilà, j'y passais beaucoup de temps, c'était une partie de moi, je préparais puis moi j'aime quand je fais les choses, je les fais bien donc tu vois, je préparais mes pitchs, je présentais tous les matins, enfin tous les vendredis donc je présentais, au groupe, j'animais. Donc ça a été un gros challenge parce que prendre la parole en public, c'était une catastrophe. J'étais pas du tout à l'aise. Il y avait quand même beaucoup d'hommes, genre là 50 ans donc tu vois, il y a aussi ce truc un peu de positionnement. Moi, je fais du home organizing donc tu vois, c'est un peu genre: «Mais tu fais quoi?» T'avais et quel âge, du coup, à ce moment-là? j'avais 33, 2000, c'était en 2017. Donc je suis en 85, donc j'avais 32. Ouais, 32. Et en fait, bon, bah, j'ai bien fait d'investir, quoi, parce qu'en fait, je me souviens de ce chiffre-là, je me souviens pas de tous les chiffres, mais donc ça m'a coûté, allez, on va dire 3 000 € parce que j'ai renouvelé, 1 année et j'ai dû faire, 60 000 € de chiffre d'affaires avec le BNI, tu vois? Donc en fait, voilà, bien sûr que ça fonctionne. Évidemment, pas tout de suite, ça met du temps et tout ça, mais bon. Mais par contre, je me suis démenée, quoi. J'allais dans plein de groupes, je faisais des présentations, je faisais des partenariats. À cette époque-là, à Bordeaux, j'étais la référence en home organizing quasiment. Je veux dire, tout le monde me connaissait, faisait pas forcément appel à moi, mais tu vois, c'était donc je faisais des émissions radio. Donc il y avait cette espèce de truc un peu effervescent qui est ce moment où quand tu lances ton entreprise, au début, tu es un peu nin mais dès que tu arrives dans cette petite bulle effervescente à rencontrer plein de gens et tout, ça fait vraiment effet cascade et c'est là qu'en fait tu fais tes premiers clients. Il y a pas tu vois, c'est ça Ouais. et donc ça te met en confiance et donc Et ça puis te les permet de premiers construire. clients appellent les autres clients. De toute façon, Exactement. enfin, ce genre de métier, j'imagine que le bouche à oreille, Eh c'est ben, hyper écoute, important ou pas? non, justement pas du tout. Pas Parce du que tout, ouais. c'est parce qu'en fait, mais ça, c'est un truc que beaucoup de personnes, même les personnes que je forme et tout, elles pensent au départ et malheureusement, enfin, moi, j'aimerais que ce soit du bouche à oreille, mais non, parce qu'en fait, c'est très intime de faire appel à Mmh. quelqu'un. C'est comme d'aller voir un psy, donc ça veut dire que tu peux le recommander, mais Ouais, tu vois, les gens c'est comme le décorateur. Mon papa, il était architecte d'intérieur et ouais, décorateur. Et c'est pareil, en fait, ouais, je lui disais: «Ah mais» enfin, quand j'ai grandi et discuté avec lui entrepreneuriat et tout, il me dit: «Non mais en fait, tu te trompes, les gens, ils veulent se gar ils ont tellement peur que ouais. leur intérieur soit le même que, Ah oui, en plus, oui, celui de leurs copains». Même si, en effet, tu des décorateurs où c'est vraiment des copier-coller. Lui, il ouais, s'adaptait vraiment à chaque enfin, c'était vraiment c'est du super haut de gamme ce qu'il fait, donc il y avait pas de privé, mais les gens, voilà, c'est, tu le gardes en secret. ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ouf. Non, non, mais Et les gens, c'est tes clients, ils avaient ce côté de pas vouloir partager aussi parce qu'ils avaient, «honte» entre guillemets de ils assumaient pas le fait c'est d'avoir fait appel? difficile, je sais pas parce que j'en ai pas forcément parlé avec eux. Ouais. Je pense qu'il faut quand même, alors une fois qu'on avait fait la mission, ils étaient super contents, ils l'auraient dit avec plaisir, mais au départ, c'était un peu compliqué. Mais moi, je le vois en fait, c'est juste, je me réfère à mes chiffres, tu vois? J'ai trié 350 maisons, je dois en avoir, vraiment, alors si on est large, 5 qui sont venus via le bouche-oreille. Ah, c'est fou, ouais. Ouais, Ouais, ça fait tu vois? ouais. C'est vraiment une en fait, il faut que la personne ait le déclic elle-même. Donc Mmh. même quand on lui parle, tu vois? Donc après il y a des graines qui ont sûrement été semées, hein, mais les copines n'ont pas recommandé, tu vois? C'est pas encore comme un coach sportif ou Ouais. c'est pas encore assez Et démocratisé. Donc encore, il y en a qui veulent pas et que leur encore, copine ait le ait le corps de la ouais, c'est vrai. ouais, Non, mais donc voilà, donc c'est vrai que les clients, quand on fait ce métier-là, il faut aller en chercher tout le temps. ouais, Il y a pas de on peut avoir un peu de récurrence, mais une fois qu'on a fait la maison, ça va prendre 5, 6, 7 jours, étalés sur plusieurs mois. Bon, bah, après, on n'est pas censé revenir, quoi, tu vois? Donc il faut aller chercher beaucoup de clients. Ça demande beaucoup ouais. de travail et D'énergie. donc pour moi, c'est réseau, réseau, réseau. Il y a que ça. Ouais. Après, il y a les réseaux sociaux, hein, dans un deuxième temps, Oui. mais où on sème des graines et maintenant, moi, c'est plutôt les réseaux ou le site internet. Mais au début, il faut bien commencer quelque part, quoi.
Ouais. Et quand tu te lances, et même aujourd'hui, c'est qui le profil? Donc, tu disais, bon, c'est des gens qui, pour toi, c'était aller au Biocop pour mettre des Ouais. flyers. C'est, qu'est-ce qui t'offre ce type de service et combien ça coûte environ pour, Alors, alors moi, c'est moi, hein, à titre perso, parce que c'est oui. vraiment la fait du tri. Après, il y a plusieurs approches. Mais moi, c'était quand même principalement des femmes. Donc, la majorité, c'était des femmes qui le faisaient parfois avec leur mari, hein, mais c'était elles qui faisaient la démarche au Ouais. départ. Des femmes qui gagnent leur vie, c'est-à-dire qui gagnent leur propre salaire, qui potentiellement se payent elles-mêmes la prestation. Tu vois? Il y avait un peu ce truc-là. Bon, pas tout le temps, mais voilà. Parce que, le mari pouvait avoir du mal à comprendre ce que c'était et de prendre sur l'argent commun. Enfin, tu vois, le compte commun, Mmh. c'était pas forcément, voilà. Pas mal de mamans solo aussi, qui du coup, tu vois, bossaient et voilà. Donc, c'était plutôt ce profil-là et un lien un peu commun à tous, ou en tout cas une grande partie, c'est le bien-être. C'était des personnes qui, s'intéressaient à leur bien-être, qui étaient dans une étape de développement personnel plus ou moins avancée. Enfin, je sais pas s'il y a vraiment un avancement, mais en tout cas, tu vois, une découverte où elles font du développement personnel depuis des années et qui, pour elles, c'était une évidence, que, bah, prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de soi et voilà, c'était hyper important. Bah, c'est une Donc, vraie philosophie de vie. C'est pas juste, oui, oui. ouais. Complètement, c'est une philosophie de vie, il y a un avant et un après, c'est pas juste on range quoi, il y a plein Oui. de choses qui viennent, derrière. Donc voilà, c'était plutôt ça ma cible et ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, mais on en parlera après, maintenant moi je fais que de la formation, donc je forme des personnes, au métier et les personnes qui veulent se former, qui adorent ranger et organiser, qui veulent se former, c'est justement un peu la même cible. Des femmes alors, qui sont souvent, très souvent en reconversion évidemment ou qui vont être en reconversion. Donc elles sont pas, elles gagnent pas leur vie, à titre perso et tout. Mais voilà, on est dans le qui ont, tu vois, burn-out, reconversion, ça c'est vraiment et puis surtout des personnes qui adorent ranger, organiser pour le coup. C'est l'autre partie de ma cible. Trop chouette ça. Et en termes de budget, il faut compter combien pour, Oui, le budget. Alors le budget, en moyenne, c'est entre 50 et 60 € de l'heure, une prestation de home organizing. Donc, moi, en tout cas, dans la méthode et avec, les ambassadrices, que j'ai sur toute la France, elles pratiquent la même chose, c'est-à-dire que c'est minimum une demi-journée. Donc c'est minimum 200 € parce qu'on peut rien faire en 1 heure, sauf s'il y a vraiment un besoin de donner des conseils seulement et pas d'accompagner, tu vois? Donc voilà, c'est minimum 4 heures et après, bah, ça dépend et de l'encombrement de la maison et de l'énergie de la personne et de son besoin, voilà, ça peut, je te dis, être, 6 jours comme juste une demi-journée parce que c'est un besoin ponctuel pour trier des papiers, par exemple, voilà. j'adorais, j'avais regardé, sur Netflix, il y avait une série de 2 copines qui sont home organizer, aux États-Unis. Je dis plus le nom de cette, Cléa et Johanna qui font, hem, The Home Edit et je sais pas comment ouais. ça s'appelle en français, ouais. C'est Et Cléa et bon, t'en regardes 2-3 et c'est sympa pour s'endormir le ouais, soir. Elles, pour le coup, elles avaient, enfin, elles venaient avec enfin, du mobilier entre guillemets, enfin pas du mobilier, mais des accessoires, des des boîtes de boîtes. rangement et compagnie. Vous, c'est ce que vous faites également? Alors nous, on travaille pas comme ça. En fait, dans le home organizing, il y a 2 familles. Il y a la OK. famille enfin, moi, je dis ça, mais il y a la famille de Marie Kondo et la famille de Cléa et Johanna. OK. Pour moi, on fait le même travail, c'est-à-dire Ouais. que vraiment, tu vois, le but, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils se sentent mieux chez eux. Mmh. L'objectif est le même, mais la méthode est un peu différente. Marie Kondo, même si dans son émission sur Netflix, c'est pas ce qu'elle montre, mais moi, j'ai fait sa formation à Londres et du coup, j'ai passé 3 jours avec elle et tout, je sais que c'est comme ça que ça se passe. On accompagne le client, on reste avec lui et on fait des choix avec lui et on fait du tri. On enlève vraiment ce qui nous sert plus. Cléa et Johanna, alors on voit pas toute la méthode parce que c'est évidemment c'est télévisé, hein, enfin tu vois, mais elles sont plus dans rendre les choses, belles, un peu comme dans un supermarché, tu vois? Mettre des Ouais. étiquettes, mettre des belles boîtes, mais c'est un peu plus à l'américaine, c'est-à-dire qu'il va pas forcément y avoir un tri et une prise de conscience de, bah, ça, est-ce que tu en as vraiment besoin ou pas? Est-ce qu'on va vraiment garder, tu vois, toute la tendance là sur TikTok de on range tout dans les frigos, donc on achète, tu vois, plein de trucs dans des boîtes en carton, puis après on les met dans des boîtes plastiques transparentes. C'est joli, mais il y a pas cette prise de conscience du lien à l'objet et nous, on va encore plus loin pour le coup, dans l'effet du tri. C'est que nous, on est vraiment sur, la prise de conscience aussi de son mode de consommation. Il y a cette approche écologique
qu'il y a pas avec Ziomédic, qu'il y a pas avec Marie Kondo. Indirectement, ça y est avec Marie Kondo, mais donc voilà. Donc nous, non, on travaille vraiment avec le client. Évidemment, si le client il veut un mur, enfin tu vois, dans sa cuisine, il veut des belles boîtes transparentes, etc. On fait cette prestation-là, mais c'est une autre prestation et du coup ça va coûter. Il faut acheter des boîtes, donc c'est pas la même cible. Mais s'il nous le demande, on s'adapte. Mais on passera forcément par un tri avant et on essaye au maximum de réutiliser ce qu'il y a dans la maison, sauf si on nous demande d'uniformiser les boîtes et tu vois, Ouais. d'avoir un truc. Et comment t'en es venue du coup à former? Eh ben, écoute, ça a été, assez drôle, ce truc-là parce que donc je me suis lancée, voilà, j'avais des clients, je gagnais ma vie, tu vois? Je me versais un salaire, enfin franchement, j'étais hyper fière, enfin je suis Au bout hyper de fière. combien de temps du coup tu t'es versé un salaire? Au bout de 2 ans. Je me faisais un chiffre d'affaires, mais en fait, au bout de 2 ans, j'avais plus d'argent de côté, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'ai dit: «Non, mais là, il faut que je me verse un salaire». Donc au bout de 2 ans, je me suis versé un salaire. J'ai commencé avec un SMIC, puis j'ai augmenté un petit peu et puis, au max, enfin, juste avant de passer à la formation, je gagnais autour de 2 000 €, tu vois, par mois en net et tout. Donc je bossais beaucoup. Je bossais beaucoup, mais bon, voilà, j'étais hyper, contente de moi et en fait, pendant cette période-là, c'était en 2019, j'avais des appels. Bah, un peu comme moi quand j'ai appelé la fameuse Élodie de Belgique, des gens qui disaient: «Oui, ça m'intéresse» et elle me posait tout le temps les mêmes questions et donc j'avais mon téléphone qui était disponible en ligne et je répondais à tout le monde. Moi, ça a été c'est un principe qui est important pour moi, je fais en sorte de répondre tout le temps, là et donc je passais beaucoup de temps au téléphone et je disais toujours la même chose. Donc j'ai fini par, tu vois, au bout d'1 an, j'ai fini par dire: «Attends, le temps que ça me monte au cerveau et en fait, j'ai eu en tout presque 300 personnes entre les mails et les appels, c'était délirant. Je dis: «Non mais là, il y a un petit message de l'univers là, je crois» et donc je me suis dit: «Bah tiens, je vais faire» non, c'était pas en 2019, c'était en 2018 et en 2019, je me suis dit: «Je vais préparer une formation». Donc j'ai travaillé sur une formation que j'ai écrite et je l'ai vraiment écrite, avec toutes les questions que j'avais eues pendant 1 an, tu vois? En fait, j'avais le contenu, quoi et hem et donc j'ai créé ce format-là en présentiel. Donc j'ai commencé à faire cette formation à Bordeaux qui s'est remplie direct. Il y avait que 10 places, donc tu vois, j'ai rempli le truc directement, j'étais trop contente et suite à ça, j'avais booké toute l'année d'après 2020 et bon, bah, voilà, covid. Donc les sessions d'après, je les ai faites en ligne, en Zoom, mais bon, tu vois, voilà, pour histoire de maintenir quand même quelque chose. On Et s'adaptait un aussi peu. toucher, peut-être de toucher aussi pas que des personnes à Bordeaux aussi du coup? Oui, bah, en fait, non, mais alors le présentiel, les gens c'est rare les personnes qui viennent de Bordeaux. Toujours été des gens OK, qui venaient de toute la France ou même, d'accord. de Suisse, du Portugal, du Maroc, tu vois? J'ai vraiment eu des gens qui venaient de partout et bon là, c'est juste que je me suis adaptée et puis en fait, suite au covid, j'ai dit: «Attends, mais je vais la faire aussi en ligne» parce que je savais pas comment ça allait évoluer. Donc là, de nouveau, j'ai investi, beaucoup, pour, voilà, tourner ces vidéos, la mettre en ligne. Ça a pris beaucoup de temps, c'était beaucoup de travail et donc j'ai sorti une formation en ligne et je gardais la présentielle. Comme ça, il y avait cette option effectivement des gens qui alors pour le coup, qui sont loin parce qu'il y a aussi des gens qui sont à Dubaï, à New Mmh. York, enfin, tu vois? Voilà Ouais. et puis, pour des questions de budget et puis pour des questions d'organisation, voilà. Il y avait comme ça les 2 options possibles et en fait, bah, j'ai rempli mes formations tout le temps jusqu'en 2000, j'ai fait 2 ans, 2 ou 3, 2 ans et demi complets de formation, sauf que je continuais à faire des missions de home organizing à côté et en fait, évidemment, là, je suis arrivée vraiment j'ai frôlé le burn-out, quoi. Parce que, tu vois, c'était pas possible. Donc ça a j'ai mis beaucoup de temps à faire un choix, mais j'ai finalement décidé d'arrêter de faire des missions. Ça a été compliqué pour moi de lâcher le bébé un peu, tu Ouais. vois? Mais voilà, j'ai fini par le faire et comme, je voulais pas le lâcher comme ça, c'est là que j'ai décidé de monter un réseau d'ambassadrices pour me dire: «Voilà, je peux continuer à répondre à la demande des clients, sur toute la France, et moi je continue à former» et en fait, j'avais quand même cette idée derrière la tête de faire ma propre émission et de pouvoir, le jour où je faisais ma propre émission, répondre à la demande des clients, un peu comme Stéphane Plaza, tu vois? Ouais. Donc je passe à la télé, les gens trouvent ça génial, ils veulent faire appel à nous et j'ai des petites fées dans toute la France qui vont être là au taquet pour répondre à la demande. L'émission n'est toujours pas arrivée, je désespère pas, mais il y a des émissions qui sont tournées, mais ils ne me choisissent pas moi, mais il y a une raison que je n'ai pas encore, comprise. Un jour, ouais. De toute Voilà, façon, on dit toujours que c'est que c'est pas les bonnes, elles sont pas c'est ça. assez, ouais, C'est pas le moment et donc j'y voilà, crois c'était un peu beaucoup aussi. ça, mon idée de business derrière, tu vois? C'était aussi de développer ça pour que les filles puissent bosser et que moi je continue à Ouais. former. Donc j'ai décidé de voilà, donc j'ai arrêté d'aller chez les clients et je fais que de la formation maintenant. Et du coup, les ambassadrices, c'est des personnes qui donc, payent une sorte de membership pour pouvoir être ambassadrice? Ouais, exactement. Alors j'ai un peu, moi dans ma façon de travailler, j'aime bien tester et je vois si ça marche après, Mmh. tu vois? Je suis un peu du genre, je vais pas monter 1000 plans, je regarde financièrement bien sûr, tu vois? Mais bon
Et en fait, je me suis bien fait des nœuds au cerveau avec ces trucs d'ambassadrice pour avoir aussi un truc simple, parce que l'idée, c'est pas de développer et que moi, je passe encore plus de temps sur mon entreprise. Mm. Mon objectif, c'est de passer le moins de temps possible sur mon entreprise, m'éclater et voilà. Et en fait, donc elle paye une cotisation annuelle. Et au début, bah, forcément, moi, je viens de former les personnes que je viens de former, elles viennent de se lancer. Donc, comme tu mets à peu près 2-3 ans avant de gagner ta vie, bah, j'ai pas assez de recul pour avoir des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et puis, il y a eu le Covid, tu vois? Ouais. Donc, j'ai pris des ambassadrices, voilà. Donc là, c'est amené à changer un peu. On va un peu changer les choses l'année prochaine. Mais l'idée, en gros, c'est elles sont à leur compte. Mm. Donc, elles ont leur entreprise, elles sont micro-entrepreneuses. Ouais. Et moi, ce que je leur répète, c'est il faut que vous puissiez vivre de votre passion. Et moi, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Voilà, je peux pas leur apporter, 100 de leur travail. En tout cas, Oui, comme j'ai pas oui, fait mon initiative. tu t'apportes une crédibilité, t'apportes des leads, mais t'apportes pas tout le business. C'était pas, Exactement. ouais. Et ça, c'est donc voilà, donc elles sont à leur compte et donc c'est un plus à côté et puis bon, on est un groupe, voilà, on est 25, enfin elles sont 25, on est un groupe soudé, on fait un week-end de cohésion tous les ans, on s'entend bien, on échange, enfin voilà, c'est pour moi des personnes qui sont très importantes, et qui comptent beaucoup pour moi donc voilà, j'essaie de bien les choisir. Donc le critère de sélection, c'est qu'il faut qu'elles aient fait ma formation et maintenant, il faut qu'elles aient eu des missions où elles ont été payées pour pas prendre des trop jeunes qui Ouais. ont encore rien lancé, qui attendent toutes fait du tri, tu vois? Ça, c'est pas possible. Ouais. OK. Donc, voilà. Trop chouette. Et dans ta vie, il y a eu, t'as redéménagé encore? Ouais, exactement. J'ai redéménagé donc suite à ce truc où je lâche un peu le truc de home organizing, je me dis: «Bon, bah, maintenant je fais de la formation donc en fait, je peux aussi bouger» et c'était aussi réfléchi dans ce sens dans ce sens-là. Même si je fais des formations en présentiel, si je vais, 2-3 fois à Paris ou à Bordeaux, ça va. Et donc voilà, Covid, beaucoup de vidéos, j'ai maté YouTube à fond, tu vois? Comme peut-être plein de personnes, mais en fait, moi, je suis passionnée de jardinage, d'autonomie. Je suis pas passionnée d'autonomie parce que j'ai peur que le monde s'effondre, tu vois? Je pen mais tous ces sujets quand même m'intéressent et donc je regardais des trucs, j'ai dit: «Putain, mais moi j'ai trop envie d'avoir mes poules et de faire machin et d'avoir mon potager». Donc vraiment ça me fait rêver. Encore là, hein, quand je suis pas bien et tout, genre je regarde des vidéos d'autonomie, je suis là: «Ah, trop bien» et donc au moment où je regarde ça, nous on est à Bordeaux, donc mon mec que j'ai rencontré à Bordeaux, qui lui est l'homme de ma vie en tout cas pour l'instant, c'est, voilà, que j'ai rencontré sur Tinder d'ailleurs pour la blague, mais comme quoi Tinder, voilà, ça fonctionne. Et bon, bah, voilà, forcément, tu es en couple, j'ai envie de créer autre chose et donc lui, pas du tout chaud pour aller à la campagne parce qu'il est argentin, il a grandi à Buenos Aires, il a toujours été que dans des villes. Tous ses copains sont à Bordeaux. Bon, je finis par le convaincre et donc on trouve un terrain en Dordogne, on achète ce terrain et bon, bah, là, on a fait un peu, nos dingos, c'est-à-dire enfin, c'est surtout moi, lui m'a suivi gentiment. C'est que bon, moi, je fais toujours un peu les choses, dans l'extrême et donc je me suis dit: «Ouais, on va» donc voilà, je voyais ces vidéos YouTube, j'étais là: «Ouais, on va faire ça, donc on va acheter un terrain, nin nin nin». Donc j'ai étudié le sujet à fond, tu vois, pendant des mois et donc l'idée, c'était d'acheter un terrain, de vivre dans une yourte. On a réfléchi yourte, caravane. Bon, j'ai fait tout un sujet sur ma chaîne YouTube à ce sujet-là pour les personnes qui se posent la question et pendant qu'on vit dans la yourte, on construit la maison et donc évidemment, on construit une maison en terre, en paille, autonome, enfin, écologique en tout cas et voilà. Et donc nous voilà partis sur ce petit projet, donc on déménage, donc moi je continue Petit à faire mes formations. Ouais, petit voilà, projet. non mais Ouais. ouais, c'est ça. Tout petit projet. Et en fait, on part fabriquer notre yourte, on monte la yourte, on voilà et on discute un peu d'avoir un enfant parce qu'on s'aime très fort et tu vois, on dit: «Ouais, bon», on dit: «Ouais, bah, pourquoi pas, mais pas tout de suite», puis après on dit: «Ah oui, ah bah si, allez tout de suite». Enfin, tu vois, cette espèce de phase un peu où tu es là, nin 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 et puis bon, là pour le coup, nous dans notre cas, on a eu de la chance, mais parce qu'il y a d'autres qui galèrent, mais voilà, je suis tombée enceinte au bout de 2 jours. Enfin, en fait, la première fois Ouais. on essaye, même en plus on essaye, je dis après, je dis: «Non, attends, on va quand même attendre, d'avoir fini les travaux parce que quand même, et bah, non, voilà. Donc super, bonne nouvelle. Donc voilà, on continue à aménager bien la yourte pour faire notre petit cocon et tout et puis préparer les travaux d'après et en fait, on a commencé les travaux, les fondations de la maison un mois avant que j'accouche. Parce que je voulais vraiment que les fondations soient posées parce que ça, c'était un artisan qui le faisait et après c'est nous qui faisions tout. Donc moi, naïvement, enfin, tu vois, moi, je gère mon projet, donc j'ai l'habitude de gérer les projets. Donc je me dis: «Bon, bah, voilà, ça» et j'ai pas du tout réalisé que, en ayant un enfant, j'allais pas du tout pouvoir faire les travaux. Enfin, tu vois, Oui.
Et ça m'a Ouais, pas traversé la tête. Tu vois, en plus, j'étais hyper impatiente de pouvoir clouer des trucs, de bricoler, de couper du bois. Tu vois, j'aime bien faire ça. la sciure de bois avec un nouveau-né à côté, c'est parfait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais puis même physiquement, enfin, tu vois, sur ça, c'était pas possible, quoi. Donc voilà, on a attaqué, mon mari a attaqué la maison, la petite avait 3 semaines. Et donc, j'ai accouché dans la yourte. Ça aussi, une aventure dingue. Ça s'est très bien passé et tout, mais c'était quand même une aventure. On était accompagnés, hein, bien sûr, avec des sages-femmes et tout ça. Et donc on a fait, et donc là, ça a été parti pour un peu le tunnel des travaux parce qu'on s'est vite rendu compte qu'en fait, un bébé dans une yourte, plus quand tu travailles à côté, si tu es au RSA ou que tu fous rien ou que, enfin, j'ai rien contre les gens au RSA, mais tu vois, si tu as rien d'autre à faire de ta journée et que voilà, bon. Mais là, mon mari bossait toute la journée sur son chantier et moi, je bossais avec Fiduterie parce que, bah, quand même, tu vois, je suis chef d'entreprise, donc si je bosse pas, voilà. Ouais. Et plus le bébé, plus dans une yourte, plus pas de chambre, plus machin. Donc là, ça a été horrible. Vraiment, on a passé, C'était quand ça? bah, c'était l'année dernière. C'était, tu vois, là, elle a 1 an, 18 mois, donc c'était il y a 1 an, quoi. Un peu plus d'1 an. Et non, non, ça a été très dur et en même temps, on voulait vraiment finir la maison pour vite emménager, Sachant que mais ton pas non mari plus se mettre la travaillait pression. à côté? Alors non, lui, il avait décidé d'arrêter, justement. On OK. avait fait le choix il avait son chômage qui s'est arrêté quand même il y a maintenant plus d'1 an. Mais bon, voilà, on avait dit, on préfère qu'il bosse sur la maison plutôt que d'avoir un travail pour payer des artisans. Enfin, tu vois, on Oui, avait ouais, fait ouais, ça peut tu peux t'y retrouver largement. c'est ça. Et puis Ouais. lui, il bossait dans des petites boutiques à Bordeaux, tu vois? Il bossait en tant que vendeur. Il avait pas un cœur de métier, genre, qu'il adorait et voilà. Ouais. Donc là, on est parti là-dessus et voilà. Et on a terminé la maison en 1 an et demi, mais on a fait beaucoup d'auto de construction, de chantiers participatifs. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à la maison, donc voilà, la petite, elle galère avec le sommeil, le machin. Bon, ça a été vraiment horrible. Franchement, on a pris trop cher et on a emménagé dans la maison au mois de juin de cette année, donc 2024. Et là, la maison, elle est finie à 99. Là, on s'attend que On voit que tu as des murs derrière toi. ouais, ouais, il y a même un petit mur, là, on voit pas bien, mais il y a un ah bah non, mais on voit pas. Je Ah, on Mais donc oui, j'ai des murs en terre, voilà, la maison est terminée et elle est trop belle et on est très contents et je peux tout aménager en mode home organizing parce que c'est ça aussi psychologiquement d'avoir un enfant. Bon, voilà, je reviens pas là-dessus, mais c'est dur. De faire des travaux, c'est très dur, pour un couple et pour une famille c'est et éprouvant, hein, et même quand c'est pas toi qui éprouvant. construis. Ah C'est, oui, c'est dans c'est tous les cas, c'est vrai. tout court, c'est une épreuve pour un couple. Tu as complètement raison parce qu'il y Mmh. a pas de bon choix dans les travaux, en fait. Il y a pas un Ouais, truc où tu vas dire: «Ça va être cool». C'est jamais cool. ouais. Franchement, et enfin, le truc qui a été aussi dur pour moi, c'est que bon, bah, moi, je suis professionnelle de l'organisation, j'aime bien quand c'est rangé. C'est aussi lié au fait, par rapport aux abus, je pense que ça fait partie des choses où j'ai un besoin de contrôle, Mmh. permanent et de mouvement permanent. Donc c'est aussi pour ça que je fais toutes ces choses-là, c'est lié à cet abus. Donc le côté positif, c'est que, voilà, j'ai monté ma boîte et je fais des trucs incroyables. Mais donc moi, j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est pas rangé, ça me fatigue, donc j'ai besoin de ranger. Sauf que quand tu habites dans une yourte, bah, il y a quand même beaucoup d'objets, tu peux pas voilà. Et après dans la maison, bah, quand tu es en espèce d'entre-deux, tu as pas encore les meubles et cetera. Donc il y a eu un peu ce truc-là de j'ai ma maison dans 2 endroits, c'est pas bien rangé, tu vois? Et là, ça y est, je commence à avoir chaque chose à sa place et ça me permet de Ça pèse, ouais. redescendre. Ouais. Et donc là, ça y est, on est dans la maison, la petite a sa chambre, elle dort très bien. Nous aussi, bon, nous, à 10 heures, les feux sont éteints, quoi. On est rentrés en hibernation totale, genre: «Laissez-nous tranquilles». Nous, on dort maintenant, on dort. On se réveille à Ouais. 6h30, on a besoin de récupérer. Donc là, on souffle un peu et du coup, là, je reprends un peu, d'énergie pour des nouvelles choses que j'ai envie de développer avec mon entreprise. Mais ça a été vraiment 2 ans horribles, on va pas se mentir, on est très content du résultat. Mais ça s'est fait dans la douleur. Ouais, ça s'est fait dans la Ouais. douleur, vraiment. Ouais, ouais, C'est clairement. un accouchement sans péridurale qui a duré. Ouais, c'est ça, Ouais. longtemps, longtemps. Non et puis bon, la fatigue et puis tout et du coup, moi, en plus de ça, j'ai eu des soucis de santé qui sont pas graves, mais j'ai des soucis de côlon, qui sont OK. évidemment liés à la colère, pareil à l'abus, enfin bon, voilà. Ouais. Et j'ai galéré et là, je sors, tu vois? J'ai fait une crise de 2 mois, donc là, il va falloir que je me fasse opérer et cetera. Donc voilà, encore une fois, j'ai fait tous les examens, mais ça fait 20 ans que je fais des crises de ventre, imagine. Ouais. 20 ans que je suis là, que Tu essayé de travailler en énergétique pour, justement,
J'ai beaucoup travaillé sur l'énergétique justement. J'ai Ouais. fait plein de choses pour nettoyer, et la vie d'aujourd'hui et le Ouais. karmique et tu vois, moi je prends tout ça donc Mmh. mais après physiquement parlant, là, à force d'avoir tout essayé, là, je pense qu'il faut que je fasse Ouais, l'opération. de toute façon, c'est pas l'un et l'autre. Ouais, c'est ça, C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un c'est et l'autre, exactement, évidemment. Ouais, bien sûr. exactement. Donc mais Ouais, bon, de toute les façon, je personnes suis suivie depuis des années, voilà, mais ouais, c'est les personnes qui disent c'est l'un et l'autre, l'un ou l'autre, non, surtout pas. Enfin, c'est ouais, non, tellement, non, enfin, la non, médecine existe et on a de la chance de l'avoir, donc heureusement, ouais, heureusement. carrément. Non, mais justement, c'était intéressant parce que là, tu vois, voilà, je sais qu'en médecine traditionnelle, j'ai pas eu enfin, ils n'ont pas trouvé de solution, en fait. On a fait tous les Mmh. examens, ils me disent: «Bah, en fait, on ne sait pas pourquoi vous avez mal». Donc c'est pour ça aussi que moi, je me suis aussi orientée, vers tout ce qui était, développement personnel et médecine alternative parce qu'à un moment donné et je pense que ça, c'est un truc, qui est assez, qu'on retrouve assez souvent, que tu as une problématique, tu vas chez les médecins et tout le monde te dit: «Tu as rien». Sauf que toi, tu es plié en 2, tu as hyper mal. Donc à un moment donné, ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est hyper handicapant au quotidien. Tu te dis: «Bah, je vais essayer d'aller enfin» et puis alors moi, il y a un problème, j'essaie de trouver une solution. Tant que j'ai Mmh. pas trouvé la solution, je continue à chercher, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça s'est fait. Donc en tout cas, voilà, on habite en Dordogne maintenant et là, tu vois, je regarde des vidéos d'autonomie, donc là, mon mec, il commence un peu à s'inquiéter. Il se dit: «Calme-toi là, calme-toi, on va pas prendre ni des On va poules, ni des profiter un peu moutons». là. Voilà, c'est Mmh. ça. Tu ta poule quand Mais même? Tu tes poules? non, on n'a pas les poules parce qu'ici, il y a beaucoup on est vraiment dans la forêt, en plein cœur de la forêt et donc pour mettre des poules, il faut faire quand même une grosse clôture profonde parce qu'évidemment, il y a les renards. Donc Ouais, c'est beaucoup d'investissement pour le moment, pour, pas grand chose. Notre voisin fait des œufs, OK. trop bons, bio et tout, donc Et puis on c'est lui aura qui a des les poules un odeurs en jour. plus. Ouais, il est loin, ça va, il est un Ouais. peu loin. Ouais. Donc voilà, donc je suis en Dordogne et je continue et là je vis ma vie de rêve quoi, parce que je bosse, de la maison, je bosse pas tous les jours, je prends du temps pour moi, je me suis remise au sport, ça y est, je retrouve un peu mes marques, mais ça a été, Ouais, une vie plus équilibrée et alignée. ouais, c'est ça, je me sens mieux là, c'est plus facile. Comment tu écoutes ton intuition? Alors moi j'ai les intuitions que j'ai, c'est un peu par télépathie, tu vois? Et en fait, je me suis rendu compte que plus je l'écoutais, plus c'était facile de l'écouter. Donc Mmh. il y a vraiment ce truc de gymnastique. Et et en fait, du coup, quand il y a quelque chose qui me passe par la tête, j'essaye un peu de calmer mon mental parce que, bah, évidemment, je vais aussi à 1000 à l'heure, hein. J'ai un Mmh. mental très, très, très puissant. Mais maintenant, je sais que quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête, c'est pas pour rien, Mmh. tu vois? Genre, je te dis n'importe quoi, je suis en train de partir et là, je me dis: «Ah tiens, faut que je vérifie que j'ai bien pris ça». La plupart du temps, je suis tellement dans le speed avant que, tu vois, je le prends pas et puis j'arrive à mon rendez-vous médical et j'ai pas l'ordonnance, enfin, j'ai n'importe quoi et ben, maintenant je le fais et à chaque fois, effectivement, c'est quelque chose que j'ai oublié, c'est que donc j'écoute beaucoup mon intuition. Ouais. Je suis très quand même pour le travail, il y a des choses, je le sens pas, ça va pas. Mmh. Voilà, j'y vais pas, donc ouais, je fonctionne quand même beaucoup à l'intuition. Je m'amuse beaucoup avec ça d'ailleurs parce que je prends plaisir en fait, à écouter mon intuition et puis du coup, ça ouvre aussi des portes et il y a une abondance, générale qui arrive et c'est pas toujours le cas, mais quand ça arrive, c'est génial, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et on n'en a pas parlé encore, à partir de quand tu as lancé ton compte Instagram et ta chaîne YouTube? Et ben, mon compte Instagram, j'ai lancé en 2017, en fait et ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup, posté dessus, tu vois, pendant des années. Il a jamais vraiment décollé. Enfin, tu vois, j'avais genre, 12, 17 je me souviens plus exactement. Un peu plus de 10 000 abonnés, ce qui est bien, mais je veux dire sur, tout le travail que j'y ai passé, c'est clairement pas assez et en fait, mon compte a été piraté il y a 1 an pile poil. Et ça a été un peu catastrophique, quoi, parce que c'est mon petit travail et j'étais un Ouais. peu putain, ça m'a vraiment déstabilisée. J'étais aussi dans toute cette période où j'étais pas bien, enfin, tu vois, il y avait pas de hasard à tout ça, mais donc on a mis beaucoup de temps avec mes équipes à dire: «Est-ce qu'on lance un nouveau, pas un nouveau? Qu'est-ce qu'on fait?» Beaucoup de mal à trouver, une community manager, genre j'ai bossé avec des community managers après, hein, au début, j'ai bossé toute seule pour comprendre comment ça fonctionnait, mais beaucoup de mal à trouver une community manager, enfin quelqu'un qui s'occupe de ma com, qui avait un truc en plus, tu Ouais. vois? Qui avait ce petit truc, qui me comprenait, donc les filles avec qui j'ai bossé, mettaient les choses en application, elles faisaient très bien leur boulot, mais ça allait pas plus loin et c'était moi qui devais un peu insuffler cette énergie-là et moi j'avais besoin de renouveau et donc j'ai rencontré un petit jeune, voilà, qui est super et donc voilà, on a décidé ensemble de lancer un nouveau compte Instagram
Et effectivement, du coup, oui, là, j'ai eu, tu vois, 100 000 abonnés, plus de 100 000 abonnés en quelques mois. Donc, euh, donc Ça a voilà, été mais quoi, du coup, la clé Instagram, du succès pour toi? la clé du succès, ça a été de m'amuser en faisant des vidéos. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, bah forcément, au bout de 5, 6 ans, 7 ans, parler de rangement et d'organisation, tu sais, c'est des vidéos que je fais depuis 7 ans. Je dis toujours la même chose. Donc je suis là, bon, bah, les gars, ça me saoule de refaire, sauf qu'il y a des nouveaux abonnés et tout ça. Mmh. Et puis bon, voilà, je faisais aussi beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'ai les moyens d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Donc, j'arrive devant la caméra, je raconte ma vie et lui, il fait le montage et il poste, quoi. Donc là, pour moi, c'est idéal. Enfin, Ouais, tu que le kiff. Ouais. bah ouais, comme là, tu vois, un truc qu'on fait comme ça, pour moi, c'est génial. Mmh. Donc, ça me donne des idées pour l'année prochaine. J'ai plein de trucs qu'on veut développer autour de la vidéo, justement. Et ce temps que je me suis libérée avec mon entreprise qui tourne bien, pas toute seule, bien sûr, mais ça me prend pas énormément de temps. Ça me permet de m'éclater. Là, tu vois, j'en ai acheté une nouvelle petite caméra et tout. Je suis comme une dingue, quoi. Ça me fait repenser à mes petites vidéos que je faisais quand j'étais jeune. Et là, je m'amuse. Donc, la clé, ça a été ça et d'avoir quand même quelqu'un qui ne vend pas du rêve, tu vois, qui connaît son sujet et qui travaille de manière intelligente et voilà. Ça a été quand même, grâce à lui que ça a bien explosé, quoi. Comment tu célèbres tes réussites? C'est une bonne question. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est plutôt, alors je peux faire un petit. Non, parce que je suis en train de penser à des rituels, mais ça, je le fais plutôt sur des trucs un peu particuliers. Non, je vais les célébrer, en buvant du champagne. Ça, je peux on va ouvrir une bouteille. Normalement, là, ça fait longtemps, c'est vrai, mais on a toujours une bouteille de champagne au frais et voilà et on fête, des trucs. Je peux aussi, là, tu vois, dernièrement, j'ai eu une super bonne nouvelle et tout pour ma boîte et du coup, je me suis offert un très beau vêtement, en laine, fait en France, tu vois, une très belle pièce Mmh. que j'adore, qui m'apporte beaucoup de joie. Et voilà. Ouais, ouais, c'est plutôt comme ça. Mais sinon, oui, on boit un verre. Champagne, je trouve ça bien. Ouais. Mettre des paillettes et des bulles dans sa vie. Ouais, exactement. À quel moment dans ta vie tu t'es dit: «Pourquoi pas moi?» Hem, Quand j'ai rencontré, Elodie Wery en Belgique, cette home organizer, vraiment, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» en fait. Et c'est ce que j'arrête pas de répéter aux filles, quand je les forme et tout. Je leur dis: «Voilà, moi, je suis pas plus incroyable que vous. Quand j'ai commencé, j'étais comme vous. J'ai juste me suis formée, j'ai appris des choses, voilà. Mais en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» vraiment. En lisant Marie Kondo, quand j'ai lu Marie Kondo, je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» mais c'est vite redescendu parce que Marie Kondo, japonaise, tu vois, pas même culture. Mais alors là, quand j'ai vu Élodie qui était en Belgique, elle s'appelait Élodie, je dis: «Ah bah, pourquoi pas moi?» direct. C'est quoi pour toi la réussite? La réussite, pour moi, il y a vraiment un lien, avec le bonheur. Il y a vraiment en fait, Heu, je le vois, hein, sur certaines personnes, c'est pas lié au financier, à réussir son entreprise, forcément et tout, tu vois? Hem, Même si pour moi ça y contribue parce que c'est important, mais non, la réussite, c'est de vraiment réussir à vivre son quotidien et de profiter de chaque moment. Pour moi, c'est ça de réussir sa vie, quoi. Il y a pas et j'en suis encore loin, mais petit à petit, mais c'est vraiment ça. Parce que de réussir pour réussir, de faire un chiffre et tout ça, tout le monde peut le faire ça, en fait, tu vois, en vrai. Mais de réussir à profiter, de kiffer chaque moment, de bien l'enregistrer dans ta mémoire et te dire: «Voilà, là, c'est un moment trop cool», ça, c'est pour moi, la réussite. Et c'est quoi pour toi un échec? Un échec, bon, c'est un peu bateau comme tout le monde dit, mais en gros, j'essaye toujours de me dire: «C'est pas un échec», mais sur le moment, je vais le ressentir comme un échec quand ça vient, me déstabiliser ou que ça me rend triste ou, quand j'ai mis beaucoup d'énergie dans quelque chose et que ça n'a pas fonctionné. Je le prends après comme une leçon, hein, tu vois, de vie, nin nin. Mais au début, c'est plus le temps, l'échec, ça va être plus cette la fameuse règle de Pareto, tu vois, la loi de Pareto des 80-20, de me dire: «Putain, j'ai passé 80 de mon temps là-dessus et ça me rapporte 20. Bah, là, c'est un échec. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire en sens inverse. C'est plutôt ça. Qu'est-ce que tu penses que la petite Élodie de 10 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui? Même si tu as pas trop de souvenirs de cette petite Élodie. Eh ben, écoute, je pense qu'elle serait contente, elle me remercierait d'avoir mis à jour cette blessure, cet abus, tu vois? D'avoir réussi aussi à travailler dessus et de l'avoir, surmonté, qui est une blessure à vie, hein, Mmh. mais voilà et je pense qu'elle serait contente aussi parce que,
la Élodie adulte, justement, petit à petit, retouche du doigt un petit peu cette part, tu vois, féerique, cette connexion à la nature, ce truc un peu enfantin avec la toupie justement, elle me dirait ça, tu vois? Elle me dirait, qu'elle serait contente qu'on ait enfin, même si c'est pas tous les jours, mais qu'on soit de nouveau réunis, Mmh. hein, tu vois, ensemble. Et toi, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Et ben, j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle garde vraiment ce petit rayon de soleil à l'intérieur d'elle, heu et que c'est grâce à ça que la Élodie adulte va réussir à aussi, surmonter, pas mal de choses donc de toujours continuer à y croire parce qu'il y a toujours un petit rayon de soleil et que tout le monde a son petit rayon de soleil et que nous aussi quoi, elle et moi. D'ailleurs, les personnes ne le verront pas, mais là, tu as un gros rayon de Oui, soleil qui te qui t'arrive dans l'œil. qui arrive, ouais, c'est vrai. Dans la vie, on dit que quand on fait des choix, on a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements? Hem, je pense que ça a été un temps ça dépend des étapes de vie. Quand j'ai lancé ma boîte, j'ai renoncé à la vie de couple un temps et j'ai renoncé à la vie sociale. J'étais à Bordeaux, mais je sortais très peu, parce que je travaillais beaucoup. Donc là, pour moi, ça a été un renoncement, mais c'est pas tout à fait renoncer, c'est plutôt mettre en pause. Mais effectivement, il y a des étapes de vie où il faut prendre le parti, faut prendre un chemin, quoi, en fait. Et on peut pas tout faire en même temps et être partout au même endroit. Donc c'est ça. Mais on le retrouve après, les chemins se recroisent et ça revient. Mais ouais, il y a des concessions à faire quand on veut pour moi, hein, quand on veut arriver à certains endroits. Sur une période courte, comme là, la maison, comme de monter sa boîte, voilà. Après, de faire en douceur, c'est bien. C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser? Oh bah là, sans hésiter, bon, c'est surmonter l'abus, en fait, Mmh. parce qu'après tout est lié à ça. C'est-à-dire que dans ma vie, là, ça a été compliqué de faire la maison, mais je me suis mise dans ce truc de maison, d'enfants, de travaux, d'entreprise parce que j'ai été abusée et parce que du coup, c'est un mécanisme de défense de genre jamais s'arrêter donc je pense que je dirais que c'est vraiment ça. De passer ce truc-là et c'est pas du tout terminé, hein, c'est un travail de toute une vie, mais de passer la colère, de passer, surtout là en ce moment avec tout ce qui ressort, enfin là, il y a des histoires tous les Mmh. jours. Moi, ça vient ressasser beaucoup de choses. En plus, en ayant travaillé dans le cinéma, tu vois, je pensais à Depardieu, j'ai bossé avec Depardieu. Il a été carrément obscène avec moi, tu vois? Il a pas abusé de moi physiquement, mais je pouvais pas aller sur le plateau tellement il était obscène. Donc tous ces trucs qui ressortent, c'est toi de vivre avec et de se dire: «OK, la société est comme ça, qu'est-ce que j'en fais, quoi?» Ça, vraiment mais bon, du coup lié à, qu'est-ce qu'on fait avec, ces hommes, tu vois? Travailler ce rapport-là, ça, je trouve que c'est vraiment difficile, ouais. Ouais. C'est quoi tes peurs aujourd'hui? Heu, mes peurs, c'est, de devenir enfin, de pas réussir à sortir de mon addiction au travail et au téléphone. Ouais, parce qu'évidemment, la contrepartie de tout ça, mon entreprise tourne et tout, mais j'ai un téléphone qui est greffé à la main, et je ressens le manque quand je l'ai pas. Donc je suis ancienne fumeuse, donc je sais, voilà, c'est vraiment un comportement addictif. Donc ça, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce que je me vois, avec mon téléphone et encore plus avec ma fille qui, du coup, tu vois, je fais attention quand elle est là, bien sûr. Mais je sais pas, j'en ai peur parce que je sais pas comment je vais sortir de ça et je sais pas si j'arriverai à sortir de ça tant que je fais ce travail-là, tu vois? Il y a un truc un peu mais bon. Donc ouais, ce serait ça ma peur, de pas réussir à sortir de mes addictions. Et quand tu t'es lancée, c'était quoi tes peurs? Honnêtement honnêtement, j'avais pas peur. En fait, je me suis toujours dit enfin, il y en avait sûrement, mais là, comme ça, je m'en souviens plus. J'avais peur de prendre la parole en public et j'avais peur d'être ridicule. Ça, c'est sûr. Mais après, j'avais une partie de moi qui avait un peu peur de, tu vois, de pas gagner ma vie, en fait. Mais je me le disais toujours: «Si tu gagnes pas ta vie et que tu y arrives pas, tu t'arrêtes et tu vas bosser dans un biocoop, tu te formes à un autre truc» et je trouve enfin, je veux dire, le travail, il y en a en France. Mmh. Pas n'importe quel salaire, mais je veux dire, on trouvera du travail. Donc je me suis toujours dit: «Au pire, voilà, j'irai bosser au Biocoop, je trierai des graines de chia, j'aurai mes congés payés et
tu vois. Et ce sera super. Bon, ça me correspond pas bien sûr, mais donc j'ai pas eu ces peurs-là, quoi. J'ai toujours essayé de foncer. Ça veut dire quoi pour toi être aligné? Être aligné, c'est être dans le moment présent. C'est vraiment, je suis là, donc je sens mon corps. Donc quand j'ai mal, machin, donc je m'écoute. Je suis connectée aussi à là-haut, donc j'écoute mon intuition, alors peu importe comment on l'appelle, mais mes guides, je regarde les messages, je vois les choses qui se passent et je suis connectée aussi à mon environnement, donc pour moi, c'est ça, vraiment, l'alignement, quoi, parfait. De quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Franchement, je suis fière de vraiment pas mal de choses. Je suis fière, de ma famille parce que, j'ai une petite fille merveilleuse et un mari, merveilleux aussi donc je suis fière de les avoir, mon mari trouvé et enfin voilà. Je suis fière d'avoir construit ma maison toute seule et d'avoir, enfin voilà, je suis fière d'avoir monté Fait du Tri aussi, vraiment et et je suis fière de aujourd'hui, me dire que, bah, j'ai dépassé, beaucoup de problématiques, par rapport à cet abus d'enfance et voilà et je suis fière de ça, quoi. Je me dis, voilà, on peut y arriver, c'est ouais, ouais, c'est une fierté aussi. Tu peux, en effet. Et quand aujourd'hui, donc tu as une équipe avec toi, à partir de quand tu t'es dit, que tu, allais investir? Parce que c'est un investissement, hein, de prendre des personnes avec qui travaillent avec toi. Donc du coup, sur l'investissement, en fait, ça arrive assez vite parce que j'ai directement investi dans un BNI. Moi, j'ai vraiment très vite compris l'importance de l'investissement. Juste après le BNI, je me souviens que quelques mois après, j'ai fait la formation de Marie Kondo qui m'avait coûté vraiment un certain prix. C'était à Londres, et cetera. Mais en fait, j'avais pas le budget, mais j'étais allée chercher l'argent, j'avais emprunté de l'argent, et cetera. Je me souviens, mes parents m'avaient aidée. Et après, pour les gens de mon équipe, donc moi, je pense que c'est très important de savoir faire beaucoup de choses soi-même. En tout cas, pour comprendre comment ça fonctionne, notamment sur les réseaux sociaux, ou sur ton site internet et cetera. Mais après, l'idéal, c'est de pouvoir déléguer parce que c'est quand même chacun son travail. Il y a des choses que j'ai jamais voulu enfin, que j'ai jamais voulu faire moi-même, genre des conditions générales de vente, des contrats. Enfin, tu vois, pour moi, c'est important de passer par, des avocats parce que là, on peut pas juste apprendre comme ça un petit peu. Et donc dès que j'ai pu, donc j'ai délégué, voilà, j'avais un avocat, des gens que j'avais rencontrés au BNI, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup aidée. Et dès que j'ai pris une community manager et en fait, j'en ai pris une un petit peu trop tôt parce que c'est quand même un certain prix et que, bon voilà, je me disais: «Bah, je peux le faire moi-même» et cetera. Donc moi, je conseille vraiment, en fait, ça dépend du chiffre d'affaires qu'on fait, mais de faire tout ce qu'on peut faire soi-même au début, tout seul, comme on est chef d'entreprise et après de déléguer les parties vraiment qu'on n'aime pas du tout, sur lesquelles on s'amuse pas. Le premier truc que j'ai délégué pour le coup, ça a été l'écriture d'articles de blog. Parce que je le faisais, parce que voilà, je savais que c'était bien d'écrire des articles de blog, mais moi j'ai vraiment j'aime pas écrire, enfin c'était une contrainte pour moi, tu vois? Voilà, ça demande du travail et tout. Donc ça, je l'ai délégué rapidement et après, les réseaux sociaux, je les ai délégués aussi, quand j'ai eu le budget pour, parce que ouais, c'est quand même, ouais, c'est un budget. Du coup, c'est des gens que tu as ton équipe, c'est que des personnes en freelance? Oui, c'est que des personnes en freelance et moi avec Fait du Tri, c'est compliqué de salarier, donc Oui, c'est oui, des oui, bien personnes sûr. qui bossent avec moi, ponctuellement. Elles bossent aussi avec d'autres entreprises et c'est vraiment des coups de cœur. Là, j'ai quand même une grosse équipe. On est, presque 10 et notamment des personnes, bon parce que voilà, c'est aussi important de laisser voir venir des personnes qui sont venus me chercher en fait, on est beaucoup OK. démarchés, hein, quand on est chef d'entreprise, on reçoit des trucs sur Instagram, et en fait, j'ai plusieurs personnes qui sont venues me chercher, pas toutes, mais notamment celle qui écrit mes articles de blog avec qui je collabore depuis plusieurs années, qui est vraiment, dans mon équipe depuis longtemps. Elle habite au Canada, je l'ai jamais rencontrée. D'ailleurs, personne de mon équipe, toutes les personnes de mon équipe, je ne les ai jamais rencontrées en vrai. Ah Des génial. gens, Ouais. qui sont à Ouais. Dubaï, au Canada, au Mexique, tu vois? Bon, c'est marrant. Moi, j'ai un peu j'ai créé le bilan de compétences que j'aurais adoré suivre après mon burn-out, qui s'appelle le bilan de compétences nouvelle génération. Et au fur et à mesure, je travaille du coup avec des coachs qui sont aussi freelance. Et au fur et à mesure, j'en rencontre, mais en effet, il y en a que j'ai jamais rencontré. Et c'est vrai que tu as passé des heures au téléphone avec et tu Ouais, dis, ah, carrément. mais en fait, tu ressembles vraiment à ça en entière. C'est chouette. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand je t'écoutais tout à l'heure, dans le programme qui est très axé développement personnel, parce que je pars du principe que tu peux pas trouver le métier qui va te plaire si tu ne te connais pas toi-même.
il y a toute une partie où je permets aux personnes de pouvoir sortir de leur route de hamster et notamment je leur mets quelques vidéos de Marie Kondo pour leur dire bah voilà, rangez votre appart, rangez votre maison et envoyez-nous des photos du Ouais. avant-après. Mais je mettrai le lien vers ta chaîne YouTube et puis aussi vers l'épisode de podcast sur le programme pour que les personnes puissent y penser en plus. Et puis aussi, ça Oui. peut-être que ça créera aussi des idées de nouveaux métiers parce que moi, je pars du principe que son métier, on peut se le créer et on n'est pas obligé de rentrer dans des cases. Voilà, home organizer, on peut imaginer qu'il y a 10-15 ans, ça n'existait pas. Et donc vraiment de se dire à chacun, bah voilà, ce qui compte, c'est trouver ce qui apporte du sens dans votre vie et après, le métier, de trouver le métier qui correspond à ça, mais vraiment savoir qu'est-ce qui vous anime au plus profond de vous. Ouais, ouais, clairement, c'est très juste, ouais. Il y a pas de il y a plein de métiers qui existent pas encore et tant que ça vibre, en fait, ça peut fonctionner et même en home organizing, il y a plein, plein de choses encore à développer, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui? Hem, ouais, en fait, peut-être, ça, c'est une question pas facile. C'est peut-être de se dire que, on n'est pas obligé d'y aller en force. C'est-à-dire que, oui, c'est dur d'être à son compte et cetera, mais en fait, on peut y aller en douceur et et parfois, c'est bien aussi de laisser venir les choses, de semer des graines et de laisser venir, et de vraiment, j'aime bien cette métaphore, mais de dire, de cultiver son jardin et d'arrêter d'aller chasser tout le temps, en fait. Parce que si on chasse tout le temps, on peut pas s'occuper des graines qu'on a semées et c'est vraiment ce truc-là aussi de dire: «Tranquille, arrête de lancer une idée, machin, tu auras plein d'idées, note-les quelque part, mais occupe-toi d'abord de celles que tu as semées». Et et ça m'aurait fait gagner, je pense, perdre moins d'énergie, en fait. Ça m'aurait fait perdre moins d'énergie, d'y aller moins en force. Donc plus de douceur et de faire confiance à l'univers. Quand on a mis des choses en place, il faut se bouger. Mais quand on a semé les graines, si ça doit arriver, ça arrivera. Ouais. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, mmh, bah, en fait, c'est, il y a pas si longtemps, j'ai entendu cette phrase et ça m'a vachement marquée. C'est une fille que je suis qui fait de l'astrologie, qui est super. Parce que je me forme en astrologie, par curiosité, tu vois? Genre, voilà, encore un autre truc, en plus et elle disait, en fait, sur ce truc de lâcher prise parce que tu vois, oui, on dit toujours: lâcher prise, lâcher prise» et c'est vrai qu'elle a dit un truc, mais tu sais, des fois, il y a des phrases, ça ne dit rien, 2 ans avant et elle disait: «Ben, en fait, on a beau tout contrôler, on a beau essayer de tout contrôler, on ne contrôle rien». Ça, OK. Elle me dit: «Voilà, mais par exemple, vous pouvez du jour au lendemain perdre tout votre argent. Vous pouvez du jour au lendemain avoir votre maison qui brûle. Vous pouvez du jour au lendemain avoir votre mec qui tombe amoureux de quelqu'un». Oui, ça peut arriver, tu vois? C'est terrible, mais bien sûr, faut pas se voiler. Donc même, se voiler la face. Donc même si, on contrôle tout, on contrôle rien et en fait, ça m'a vachement marquée. Je me suis dit: «Ouais, c'est vrai, je l'ai déjà entendu 1000 fois, mais là, vu sous cet angle, autant profiter de chaque instant parce que de toute façon, tout peut s'effondrer et tout peut, tu vois, tu peux tomber malade, enfin voilà, il y a plein d'exemples. Donc voilà, j'ai trouvé ça, ça m'a bien parlé, moi qui suis dans le contrôle permanent de ma vie et j'ai l'impression que c'est trop bien et tout, mais en fait, voilà, c'est bien de prendre le recul sur ça et de se dire, «On peut changer Ah bah, à c'est tout ouais, c'est moment». sûr que, en effet, tu peux te dire, que tu penses avoir tout, que tout est OK, puis du jour au lendemain, tu te prends une douche froide et tu dois refaire, balle neuve, sur ta vie et Mmh. après, moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein, parce que, je me suis mariée au bout de 14 ans de relation. Mes enfants avaient, 8 et 10, quelque chose comme ça et Ouais. du jour au lendemain, allez, enfin, je l'avais vu venir, mais on va dire au bout de 15 jours avant. Donc, on peut pas vraiment dire que je l'avais vu venir. Mon mari m'a quittée, sachant qu'on s'était mariés 3 ans avant. Donc, le Ah truc où oui, tu t'y attends. Tu te maries au bout de 14 ans et il te quitte, ouais. 3 ans après, tu dis: «Mais tu comprends pas», mais bon, au final, il y a un cadeau mal emballé, hein, derrière chaque situation. Mais, moi, enfin, ça me parle beaucoup parce que tu vois, à ce moment-là,
j'avais entre guillemets tout. J'avais bon bah je venais de me marier avec le père de mes enfants, j'avais ma belle maison, ma piscine. Enfin, ma boîte qui commençait à vraiment bien marcher. Et là, tu te dis bah en fait, bah on reprend pas les mêmes et on recommence quoi. Ouais. Et Ouais. et tu vois, tu te dis en 2019, j'étais directrice marketing à Paris, j'allais me marier. Et là, je suis entrepreneuse, j'habite à Marseille, j'ai refait ma vie avec une nouvelle personne et finalement, ce que j'ai gardé, c'est des amis et encore pas tous parce qu'il y en a Ouais. plein où tu fais du tri dans ces entre le burn-out et le divorce et puis les enfants et tu te dis bah ouais finalement, mais en même temps, c'est les épreuves de la vie qui nous permettent aussi de nous réaligner pour être Ouais. avec les personnes qui nous correspondent et ouais et d'être en accord avec soi-même en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais Parfois, c'est un peu faut être violent. prêt. Parfois, c'est des Ouais, grosses c'est claques. ça, c'est Parfois, tu ça. dis bon, t'aurais pu me mettre une petite tapote, Ouais. un gros Mais kick, bon, pas un gros coup de ça pied. ça ça arrive aussi quand enfin, pas forcément pour toi, mais je sais que quand ça arrive de manière un peu vénère, c'est quand on n'a pas compris le message. Enfin, tu vois, moi, Ah j'adore mais mes problèmes de complètement, ouais, santé, tu es là, bah, ouais. tu comprends pas qu'il faut te C'est ça. reposer, Ah tu bah le comprends pas, tu burn-out, c'est comprends ça, pas. hein. Le burn-out, Ah, au exactement. début, ton corps te fait une petite tapote. Oh, coucou, Ouais. coucou. Ouais, c'est ça. Et puis bah à un moment donné, il te met une grosse baigne dans la figure. Et là, t'es là, ok, c'est bon, j'ai un train, Tu veux pas comprendre? On c'est va te ça. faire comprendre. Ouais, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, tu vois, j'avais entendu une espèce de petite histoire qui disait voilà que ton corps te tape enfin finalement c'était un peu ton inconscient, il est dans Oui. une calèche et ton conscient c'est le cocher de la calèche et que donc l'inconscient tape à la fenêtre de la calèche pour te dire là tu vas pas dans la bonne direction et qu'à un moment donné bah en fait l'inconscient il casse la vitre de la calèche. Ouais. Donc c'est complètement le cas hein, d'un Ouais, burn-out ouais, ouais. qui fait que du coup, bah, en fait, ta vitre, même si elle a été réparée, elle est réparée, mais elle est plus jamais aussi forte. Elle est, enfin, Ouais. ça laisse une fêlure. Bien sûr. Et du coup, il y a vraiment c'est un message que j'ai vraiment à cœur de faire passer, c'est de dire que il y a un avant et un après, et que c'est pas, même si on remplace la fenêtre, ça sera jamais la même Bien fenêtre. sûr. Alors, Ouais. on peut apprendre à mieux se connaître, mais en tout cas, ça laisse quand même des traces et du coup, n'attendez pas que la vitre soit cassée, quoi. Ouais, 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 c'est clair et puis bon, de toute façon, on vient pour Mmh, expérimenter ça. C'est-à-dire on vient pour aussi sur c'est ça. terre, expérimenter, plein de choses, Mmh. On a déci enfin moi je tu sais, je pense vraiment qu'on a décidé, ce qu'on voulait expérimenter dans cette Ouais. vie donc bon, à un moment ça t'arrive, il faut juste le savoir, te dire: «Ah oui tiens, j'avais mis ça dans mon sac à dos» puis bon heureusement on le sait pas, on l'a oublié Oui. mais ouais, Ouais, faut oui. être prêt à ça quoi. C'est je crois que c'est les Africains ou les Chinois qui disent ça, en fait, que, la petite trace juste au-dessus de la lèvre entre, Oui, la j'ai lèvre et le entendu il y a nez, en pas fait, tu as longtemps. une petite Ouais, trace, c'est parce que, c'est en fait, tu sais tout enfin, alors si on croit à la réincarnation et tout, mais tu connais toute ta vie ton âme enfin, elle toutes sait tes tout. vies passées Ouais, et tu mets, en fait, à la naissance, il y a un ange ou je sais pas qui te met, le doigt, là et pour te dire: «Chut!» on oublie faut et tout je devais oublier. trouver ouais, c'était hyper joli, mais bon, Ouais, après, notre inconscient, nos cellules, notre ADN, voilà, on les souvenirs si on ne croit pas à la réincarnation, le transgénérationnel, pour le coup, oui bien sûr, bien c'est sûr. vraiment enfin moi je crois à la réincarnation, mais le transgénérationnel, c'est impressionnant de voir, comme ça peut avoir un impact dans sa vie. Sur les cellules et tout en plus, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est quoi tes prochains défis? Prochain défi, écoute, ça va être l'année prochaine, ça va être le défi de alors là, c'est quand même un sacré défi, mais de mettre plus de fun dans mon travail. Que j'adore, hein, tu vois? Voilà, mais je veux vraiment me marrer, quoi. Je veux que ce soit drôle et que donc j'ai des petites pistes, mais ouais, je veux prendre vraiment du plaisir, plus en travaillant et 2e défi, parce qu'un défi, c'est pas du tout assez. Mmh. C'est de réussir à pas trop surcharger mon agenda. C'est quand même une problématique que j'ai toujours pareil, hein, sur le même à cause des mêmes choses, mais le remplissage, donc voilà, de réussir à pas trop remplir, ou en tout cas le remplir de choses, chez moi, au jardin, voilà. Toujours plus. Ouais, Ouais. exactement. S'il y a une personne qui nous écoute et qui est dans ce qu'on appelle la zone de confort inconfortable, donc dans la fameuse situation dont tu parlais tout à l'heure de: «Non mais de quoi je me plains? Je suis pas heureuse, mais de quoi je me plains?» Ouais Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes? et ben, que justement, la vie est très courte, donc que demain, tout peut changer et que chaque minute où, elle ne prend pas une décision, c'est une minute de perdu pour la suite
pour un avenir encore plus beau et meilleur. Et donc pour pas avoir de regrets, de se dire ah j'ai changé de vie à 60 ans, mais ça fait 20 ans que j'en ai marre. Faut y aller parce que surtout, il y a deux choses qui sont pour moi importantes à bien comprendre, c'est qu'il y a rien à perdre, jamais en fait, et que tout est possible. Donc voilà, il y a tant qu'on nous a pas prouvé que c'était impossible, c'est possible. Donc faut vraiment y aller quoi, se mettre en action. Pour les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ta formation, sur tes conseils, donc il y a ton site faitdutri.com. Tu as également du coup ton compte Instagram Fais du tri, j'imagine. Ouais, la Fée du tri, alors il y en a 2 puisque l'ancien qui a été piraté, il n'a pas été supprimé, mais mon compte, OK. c'est celui qui est certifié avec la Fée du tri Ouais. avec le petit logo bleu, quoi. Voilà, Oui, ça c'est c'est pour toutes les personnes dont le business sur Instagram est important, mine de rien, avoir le petit logo faites-vous bleu. certifier, Ouais, c'est ça, faites-vous très certifier, important. sachant qu'avant c'était compliqué, maintenant bon ça se paye, hein, Oui, mais au moins tu as la certitude de pas te faire patcher ouais. ou pirater ton compte. J'ai une personne que j'ai invitée dans le podcast qui s'est fait pirater. Elle est enfin son métier c'est influenceuse sur Instagram, donc Ouais, c'est son métier, ouais. 100% de son Elle métier est passe pas. là-dessus. Et elle a pas la certification. Et elle vient de se faire, elle s'est fait bloquer son compte il y a la semaine dernière. Et je lui dis mais du coup tu vas investir. Enfin bon, on parle de 15 euros par Ouais. mois, hein, donc Ouais, ouais. c'est plus elle c'est plus un investissement où elle a pas envie de donner de l'argent à Instagram Oui. qu'une question financière. Et elle m'a dit je sais pas encore. Je lui ai dit donc toi t'es un peu une kamikaze quand même, mais Ouais, bon. c'est clair. Ah bah, si elle récupère pas son compte, je peux te dire Si elle, c'est bon, elle l'a récupéré. elle Si, l'a si, elle l'a récupéré. récupéré. Ouais, elle l'a récupéré en moins de 24 heures. Mais bon, Ouais. il y a quand même, elle s'est quand même fait une nuit blanche sur le sujet. Ah bah non, mais moi bah après voilà, hein, elle joue avec le feu, hein. Mais bon, C'est ça. si elle a Chacun. envie, ça c'est chacun. Si le message de l'univers n'a pas été clair à ce moment-là, peut-être qu'il va passer par un C'est autre ça. biais, un peu Pourtant, elle est ça pourtant, c'est une personne qui est hyper ouverte aux signes de l'univers. Parce que bon, ouais. voilà, tout le monde n'est pas ouvert à ça, mais j'en reparlerai avec elle à l'occasion. Oui, mais des Je vais, fois, c'est sous notre nez, on le voit pas. Enfin bon, c'est ça. ouais. À qui as-tu envie de dire merci? Alors non, dernière question avant la dernière question finale. Est-ce que tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous? Un conseil de lecture, hem, c'est une bonne question parce que là, comme ça, c'est quoi? En lien avec, non, un conseil Ce de que tu manière veux. générale? Ouais, ce Alors, qui te fait plaisir. là, ce que je suis en train de lire et que je trouve super, c'est, Le pouvoir du suricate, qui est un livre ou Comment surmonter ses peurs. OK. Très intéressant. Mmh. Ouais, le suricate, c'est un animal social, c'est hyper intéressant, j'avais j'avais fait une grosse étude sur le suricate parce que C'est vrai? j'avais rejoint une boîte et c'était sa mascotte. Et donc du coup, je me suis dit: «Bon, tant qu'à faire, pas avoir savoir, qui est le suricate». Et Ouais. en effet, c'est un animal qui est hyper intéressant, Mmh. et aussi notamment, j'avais assisté à une petite conférence bon, c'était vraiment une introduction à tout ce qui était nerf vague sur la notion de sécurité. Oui. Et il prenait l'exemple du suricate qui te met en position, de hisser le mort quand il y a le danger. Et c'est vraiment un bon, ouais, hyper intéressant. Merci pour le Ouais, conseil. ouais. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte? Moi, j'ai envie de dire merci à plein de personnes, à mon mari. C'est la première personne à qui je pense parce qu'il me soutient, il est là et voilà et je suis contente de l'avoir retrouvé puisque je pense qu'on était ensemble dans d'autres vies. Donc merci d'être Mmh. venu me retrouver, de me supporter et de me soutenir, beaucoup. Merci quand même à mes parents malgré tout parce que sans eux, voilà, je serais pas arrivée là. Ils m'ont aidée, financièrement, moralement, ils m'ont toujours suivie dans mes délires, donc vraiment un grand merci et pour terminer, merci à ma communauté parce que, bah, voilà, j'ai plein de gens qui me suivent, des personnes qui me font confiance, qui font ma formation, c'est grâce à ça que je peux en vivre, qu'aujourd'hui je peux faire plein de choses et c'est, voilà, je serais pas là sans elles donc toute ma communauté, je les embrasse très fort. Top. Un grand merci Élodie, pour ton témoignage, qui je suis sûre va pouvoir inspirer beaucoup de personnes. Et puis, on va continuer à te suivre, sur les réseaux et puis hâte de découvrir les nouvelles aventures. Ouais, carrément. Merci à toi, c'était super. Merci. Et si toi aussi, tu as envie de découvrir ta raison d'être,
comme mon invité du jour, je serai ravie de t'accompagner avec le bilan de compétences nouvelle génération. Pour en savoir plus, tu as le lien dans les notes de l'épisode. Tu aimes le podcast Pourquoi pas moi ? Abonne-toi sur ta plateforme d'écoute préférée et mets 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Pour moi, c'est énorme. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis Pourquoi pas moi sur Instagram. Une fois encore, je te mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et évidemment, n'oublie pas d'en parler autour de toi et surtout de ne jamais oublier de te dire « Pourquoi pas moi ?»